c'est Arnaud, aussi appelé Tougan. C'est un des précurseurs du copywriting et a parlé vraiment de marketing en profondeur sur le marché francophone. Il était là quand personne ne parlait de copywriting, quand personne ne comprenait les tunnels de vente et comment il fallait vendre des PDF en ligne. Il vient d'une ère où gagner sa vie sur internet semblait encore une anomalie. Pendant plus de 10 ans, il a capté toutes les vagues. Et surtout, il en a tiré les conséquences et a réussi à dézoomer pour se focus sur sa zone de génie, le marketing. Infoproduits, ad agressif, tendance early, Web3, SaaS. Dans ce podcast, on revient sur le parcours en norme, comment il repère les idées avant tout le monde, comment il les exécute brutalement. On parle aussi de son rapport aux extrêmes, de son investissement dans des jeunes profils, de sa vision très lucide du marché. Installe-toi bien et c'est parti dans cet épisode avec Arnaud, aussi appelé Tougan. Et en fait, tu vois, le temps que j'aurais mis à finir mes études, j'ai déjà ramassé quelques M en vendant des PDF, quoi. 85% de ma net worth vient de billets foutus dans des idées à la con d'anciens employés ou d'anciens élèves de mes programmes. 85%. Ma définition du scam, c'est qu'il y a l'intention de nuire et qu'il y a un désintérêt complet, malsain, pour le bénéfice du client. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Tougan. Bienvenue dans cet épisode. Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter rapidement avant de rentrer dans ce podcast ? Écoute, bienvenue. Vraiment, on commence vraiment avec ça. Ouais. Ok, j'ai 34 ans, j'ai gagné ma vie sur Internet au cours de ces 10, 12, 13 dernières années. D'abord avec des PDF, puis avec des biz online classiques, infoproduits. J'ai un peu touché au Web3, un peu touché au SaaS. J'avais créé une boîte qui s'appelait Tougan.ai qu'on a revendue. C'était le début de la hype des wrappers LLM. Voilà. Et fondamentalement, mon job, c'est de choper des tendances quand elles sont relativement early, aller très agressivement dessus, quitte à se foirer, la monétiser et me casser quand tous les criquets arrivent. Les criquets, c'est les mecs qui arrivent. Et les cafards ? Non, criquets. Criquets, tu vois, c'est pas pareil ? Non, tu vois, les criquets, tu vois ces images de nuages de criquets qui arrivent et qui bouffent une plantation entière. Bah, c'est vrai que les business online, c'est un peu ça. Il y a un mec qui va dire, écoutez les gars, il y a un truc qui marche, et là, voilà, t'as des dizaines de milliers de criquets qui arrivent, qui bouffent tout, qui souillent tout, qui détruisent tout. Et tu sais, t'as eu les criquets qui sont arrivés en e-com, en dropshipping, qui ont tout ravagé. Après, ils sont arrivés dans les NFT, ils ont tout ravagé. Après, les criquets sont arrivés dans l'OFM, ils ont tout ravagé. Et donc, l'idée, tu vois, c'est de choper un peu des fenêtres de tir, des anomalies du capitalisme, où sans être très brillant, juste en étant au bon moment, au bon endroit, avec l'intensité suffisante, tu rentres, tu sors, tu prends tes quelques M, et après, tu laisses les criquets s'entretuer et tu fais autre chose, quoi. Et après, tu attends et tu prends le temps d'investir et de voir c'est quoi le prochain move, quoi. Donc, fondamentalement, mon boulot, c'est passer beaucoup de temps à regarder, à lire, à comprendre. Tous les 2-3 ans, faire un move un peu agressif, rentrer, sortir et passer à autre chose, quoi. Ah d'ailleurs, le meilleur logiciel e-commerce est disponible. TrendTrack est enfin en ligne. Si tu veux savoir les meilleures boutiques, les meilleures publicités, les meilleures tendances et enfin espionner, brand tracker tes concurrents, c'est par ici que ça se passe. L'extension Chrome reste toujours gratuite et on a déjà plus de 10 000 utilisateurs dessus. Si tu veux avoir un coup d'avance en e-commerce et vraiment comprendre ce qui se passe, tu peux pas passer à côté de TrendTrack. Toute ma vision et une équipe surmotivée avec une seule mission, créer le meilleur logiciel e-commerce. Ça se passe sur trendtrack.io si tu veux en savoir plus. Allez, je te laisse et bon épisode. Si tu devais donner un skill vraiment chez toi qui se démarque, bon, je vais le donner parce que je suis un petit peu un ancien de tes élèves, comme beaucoup, je pense, des personnes qui vont regarder la vidéo. D'ailleurs, pensez à vous abonner, liker, etc. Parce que c'est grâce à la data qu'on sait que si l'épisode vous plaît. Pour toi, t'es un grand gourou, je pense, du marketing en France. Tu penses? Ouais. Je suis assez niché, hein. Non. Oh, ok. T'es pas aussi niché que tu ne le penses. Parce Ok. que t'as réussi à vulgariser le truc en mode vraiment Regarde. très, très bro de Non, marketing. je t'explique Non, mais comment. Non, mais t'as laissé. je À un t'explique comment moment, j'ai opéré le truc. t'es parti, t'as laissé des personnes sans père, tu vois ce que je veux Non, dire? mais je t'explique comment j'ai opéré le truc. Je suis arrivé à un moment où en France, mystérieusement, les gens ne connaissaient pas le copywriting. Les gens connaissaient un petit peu les tunnels de vente, mais moyen bof. Et les gens qui parlaient finalement d'infoproduits, de tunnels de vente, étaient des youtubeurs. À l'époque, c'était des Maxence Rigotier, des Teufilier, etc. Il y avait Marketing Mania. Et Marketing Mania. Il faisait beaucoup de vues, hein, cette époque. Il faisait beaucoup de jeux à cette époque. Ce qui est la particularité de ces gens, qui ont plein de qualités, hein, c'est que c'est pas fan de marketing.
Ils savent faire, ce sont des très bons youtubeurs, qui ont très bien exécuté, du moins à l'époque, c'est vrai que j'ai pas suivi depuis ce qu'ils font, leur chaîne YouTube, donc c'était des très bons youtubeurs. Euh, c'est pas des mecs qui allaient spend 20K en ads le matin et qui fallait rentabiliser le soir avec de la conversion le jour même. Et moi, je venais d'un monde de la conversion. J'étais en immersion dans ce monde du copy, de la conversion, où en fait, je spend ma thune le matin, il faut que le soir, j'ai eu un ROI, un ROS. Et il n'y avait personne. Il y avait nobody, en fait. C'est que je suis arrivé dans un marché, il y avait nobody. Après, ce que j'ai fait, c'est j'ai donc pompé beaucoup de contenu américain. Bon, on va pas se mentir, enfin, je veux dire, ok. J'ai pompé beaucoup de contenu américain. Et après, dessus, j'ai mis une pincée de pensée anti-système. Mais d'anti-système subtil. Je ne vais pas m'attaquer à une industrie particulière, à un groupe ethnico-religieux, j'en sais rien. Non, je vais dire le système. Et tu sais, en marketing, quand tu t'attaques au système, quand tu dis le système, chacun comprend ce qu'il veut. Donc, celui qui est contre les big pharma, il pense que tu es avec toi. Celui qui est contre les formations, il pense que tu es avec lui. Celui qui pense que tu vois, c'est. Donc, j'ai mis un tout petit peu de pensée anti-système, ce qui est très fédérateur, ce qui me correspond aussi. Hein. Je ne suis pas un grand fan des institutions, on va pas se mentir. Donc c'était pas, si tu veux, un personnage. Objectivement, je trouve qu'il y a quand même deux, trois trucs un peu dysfonctionnels dans le monde, quoi. Et donc, tu vois, c'était récupérer une expertise que j'avais, pomper du contenu américain, mettre une petite pincée, tu vois, de provoque, quelque part. Et là, j'arrive avec un positionnement, on va dire, de minimum viable guru, quoi. Guru étant un terme neutre dans ma bouche. Tu peux définir ce terme pour les personnes Un qui minimum connaissent pas? viable guru, c'est tu sais, dans le monde startup, là où personne ne bosse, ils ont ce truc qui s'appelle le minimum viable product. Donc c'est quoi finalement le produit le plus simplifié, le plus minimal, essentialisé à une feature que tu peux mettre sur le marché et avoir une réaction du marché positive ou négative qui permet d'avoir de la data et faire évoluer ton produit. Le MVP. Le MVG, bah, c'est la même chose pour un positionnement public. Donc tu vas créer un personnage qui a priori est quand même une extension de toi ou une partie de toi. Donc tu crées pas, genre, en fait, si le personnage est 100% artificiel et faux, ça marche pas. Il y a un truc karmique, ça prend pas, ou alors tu te fais débunker en 2 secondes et tu imploses en vol. Donc tu prends quelque chose qui correspond à toi, tu vas essentialiser certaines caractéristiques, tu vas voir quel est le côté un peu, qu'est-ce qu'il y a de mime, enfin de même, tu vois, chez toi, c'est le truc un peu qui est un peu sticky, tu vois, dont les gens vont se souvenir. Euh, Tu vas choisir de dévoiler, et ça c'est un point très important, stratégiquement des choses. Souvent les gens ils se disent, bon, être sur Internet c'est raconter sa vie. Non, 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 non. C'est pas, tu vois, ouais, j'habite ici, ça c'est mon chien, ça c'est ma voiture, ça c'est ma plaque d'immatriculation, ça c'est mon adresse, ça fait me kidnapper. Non, 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 c'est pas ça. C'est, tu vas choisir des anecdotes, des émotions, des combats, et tu vas te focaliser là-dessus. Et en fait, par exemple, euh, je te donne un exemple débile. C'est beaucoup plus important. Mettons que toi, tu adores écrire, prendre une note à la main avec un stylo particulier. Parce que tu trouves que tous les autres stylos, c'est de la merde. Bah, tu vas passer 5 minutes à expliquer que tous les stylos, c'est pourri, et que ce stylo, il n'y a que ça de vrai, et ceux qui n'ont pas compris, c'est des normies et des moldus. Ça a beaucoup plus d'impact en termes de relation que de montrer à ta femme, tes enfants, ton chien, ton adresse. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut choisir des éléments de récit, des éléments de personnalité, des éléments d'émotion, des éléments de storytelling, des éléments de business, de ce que tu veux, qui te correspondent, que tu es OK de communiquer sur Internet. Sur Internet, tu as un mec sur 10 000 qui veut t'assassiner. Réellement. Tu as des gens qui t'aiment pas, ça c'est normal, mais tu as un humain Voilà. sur 10 000. Manifestez-vous sur ma chaîne, lequel veut me tuer. Non, 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 mais tu as un humain statistiquement sur 10 000, c'est s'il peut te tuer, il te tue physiquement. Ah, sur les plus de 10 000 abonnés que j'ai, il y en a un. T'en as un. Ok. Ça va, c'est gérable, tu vois. Ça va, un. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça va. Ah, c'est bien, voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc en gros, tu constitues ce personnage qui est le MVG, qui te permet finalement d'aller marketer, d'aller croître. Et tu sais, avec l'effondrement des barrières à l'entrée dans toutes les industries, n'importe qui peut faire de l'e-com, n'importe qui peut faire de l'infoproduit, n'importe qui peut lancer un petit SaaS AI, n'importe qui peut lancer une agence. Malheureusement, on en est là. N'importe qui peut faire à peu près n'importe quoi. Et donc, l'élément quelque part différenciant, l'élément qui va créer la rétention du consommateur, l'élément qui va choper des parts de marché dans le temps de cerveau disponible des gens, dans le mind share. Donc, le market share, c'est parts de marché, mind, c'est l'esprit. Donc, les parts de mind share que tu veux capter, c'est avec le MVG. C'est à l'heure où finalement n'importe qui peut créer n'importe quel SaaS, plus ou moins rapidement, plus ou moins qualitativement. En anglais, c'est le moat. Le moat, c'est les douves, tu vois, les barrières qui te protègent contre la concurrence, contre les ennemis. Le moat est en train de devenir le MVG.
Alors tu vas me dire, oui, mais moi je fais un meilleur produit. Toi, typiquement, n'importe quel con peut essayer de faire le même SaaS que toi, un trend tracker. Alors tu vas me dire, non, parce que nous on bosse pour de vrai, qu'on a une grosse team, etc. T'as raison. Mais il suffit qu'il y ait 50 cons qui fassent le même produit qui soit nul pour qu'en fait le marché soit dégoûté de la catégorie de produits. Et donc, in fine, ça impacte négativement ton business, même s'ils sont trop cons pour prendre durablement des parts de marché. Donc, en fait, c'est pas parce qu'ils sont cons qu'ils vont pas faire de dégâts. Je suis Euh, totalement d'accord avec et tu toi. vois, le MVG, c'est ce qui fait que tu résistes, c'est ce qui fait que tu convertis, c'est ce qui fait que tu dures. Donc, voilà, minimum viable guru, voilà, c'est MVG, Un petit, euh, un petit cours, finalement, une petite définition, quoi. Mais définition. ce qui est très intéressant, on va rebondir directement là-dessus. Pour ça que je pense sincèrement qu'on est dans une ère de personal brand. Mhm, J'ai horreur de ce terme. mhm. Mais du coup, MVG. Et que des entrepreneurs influenceurs viennent prendre de plus en plus d'equity dans certaines boîtes. On peut le voir par exemple symboliquement Iman dans Whoop. Euh, 2%. tu peux la refaire. Revenez en arrière. Mais il rentre symboliquement dedans. Il donne sa proof. D'un côté, tu as peut-être Hormozy avec School. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Et vraiment, je pense que cet impact-là, ça va vraiment être le futur parce que la capacité de distribution d'un énorme YouTuber pour faire une croissance autour d'un tool, et même c'est beaucoup plus simple. Enfin, je le vois moi, quand je vais voir des e-commerçants et je leur dis, bah, c'est mon tool, ils vont se dire, oui, c'est le tool de Bichente. Bichente, il a quoi? Il a Digifil, une marque qui est présente dans le monde entier. Ah, bah, je vais faire l'affiliation beaucoup plus simplement pour son produit. Ouais, Alors qu'un random qui débarque, il doit prouver qui il est, déjà répondre, se faire répondre. ouais, Déjà, on en est là. ouais. Tu te fais bombarder, il y a je ne sais combien de personnes tous les jours. Donc c'est très compliqué. En fait, le levier de distribution est beaucoup plus dur parce que, aussi, on est dans une nouvelle ère, et je pense qu'il est d'accord avec moi, quand on voit le prix des enchères sur Meta et des autres canaux, c'est devenu vraiment compliqué. Ouais. Et je pense que tu peux en témoigner vu que tu étais dans l'industrie bien avant que moi. Moi, je suis un petit peu un petit nouveau dans le business finalement. Mais les CPM, ça n'avait rien à voir à l'époque. C'est moi à l'époque, je mettais 1 balle le matin, j'avais gagné 7 le soir. Et je mettais pas 500 balles le matin. Je mettais pas non plus 10 000 balles. Enfin, à x7, c'était pas sur 10 000 balles, mais on mettait des 5 6 000 balles, quoi. Et tu vendais du coup Je de vendais des PDF, PDF, mec. infoproduit. Je vendais des putains de PDF. Tu sais qu'il fut un temps, sur tous les sites de streaming à la con, il y avait des pubs, il y avait des bannières. La bannière, c'était moi. Il y avait, quand tu allais sur MyTF1, toutes ces conneries-là, pour voir un replay de je sais pas quelle émission débile, il y avait, tu coches, oui, je veux recevoir les offres partenaires. Le partenaire, c'est moi le partenaire, frère. Et du coup, je pouvais légalement spammer toutes les putains de France. On spammait 30 millions de Français tous les mois, à peu près. Donc tu avais plusieurs régies publicitaires. C'était un petit peu du native sur ces Je... sites-là. On avait du native justement pour les sites de streaming. Alors c'était native crado, quoi. C'était des régies qui étaient installées en Ukraine. Tu vois, c'était un peu. C'était exotique. Après, on faisait beaucoup de Facebook Ads. Euh, on a fait très peu de Google Ads. Et ouais, et après, on avait des régies qui bossaient. Enfin, on avait des régies spécialisées qui bossaient avec les TF1 et compagnie. Et qui, du coup, shootaient pour nous les mails, quoi. Toi, c'était quoi ta zone de génie? Tu étais vraiment sur le funnel ou alors tu allais aussi toucher à l'acquisition en tant qu'un petit peu media buyer? Ma zone de génie, c'était la copie. Donc le copywriting. Donc, et c'était une époque en fait où si tu étais bon dans une des zones, le funnel, enfin en gros, acquisition, monétisation, rétention, tout ça, ça se faisait. Tu avais juste besoin d'être bon quelque part pour que en gros tout s'aligne. Aujourd'hui, il faut être bon partout. Moi, j'étais très bon en copie. Et la copie était suffisamment bonne pour que l'ADS clique, convertisse, et que la page de vente, la landing page, puis la page de vente, clique, convertisse. Et donc c'était de la copie, ouais, mon truc. Parce que c'est marcher des idées, quoi. Et tu vois, il y a un truc qui est vraiment cool avec le copywriting, c'est que le copywriting, c'est quand même un des trucs qui te fait sortir de la concurrence. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle j'adore, encore aujourd'hui, même si je suis moins actif, euh, les business d'infoproduits. Parce que tu vois, quand tu vends un produit physique, bon, c'est un gris-gris, il y a plein de mecs qui ont une gris-gris. Quand tu vends un produit d'information, fondamentalement, tu vends une idée, tu vends une histoire, tu vends un mécanisme. Et même si ton produit, il fait la même chose que les autres mecs, si tu arrives à le nommer différemment, à raconter une histoire différente, à recréer l'enthousiasme et l'engouement, à recréer des ennemis, des combats imaginaires, eh ben, tu peux toujours faire du pognon.
C'est pour ça que le copywriting, c'est Pour toi, difficile de c'est trouver. le skill vraiment à maîtriser sur Internet. Pour moi, c'est un des skills. Ce Euh, serait quoi ton top vraiment tu dois dire ce qui est essentiel selon toi. En fait, ce qui est essentiel, c'est aussi ce qui correspond aux gens. C'est qu'un mec qui est dev, il dirait non, mais il faut que tu saches. Enfin, ce qui est essentiel, c'est de savoir dev, au moins pas coder trois conneries. Moi, mon job, c'est de raconter des histoires. Ça fait un peu Charlot dit comme ça, mais tu vois, grosso modo, c'est faire du copy et du Père Castor. storytelling, et voilà. Donc, moi, je suis biaisé. On va dire que Si un mec veut marketer, plutôt dans un profil comme ça. je pense qu'avoir un appétit pour le monde des idées, c'est pas juste l'idée, en gros, trouver des idées marketing, c'est finalement trouver aussi des idées de business, trouver des idées de produits, trouver des idées d'investissement, trouver des thèses, trouver des réalités que le marché n'a pas pricées, trouver des océans bleus où en fait il y a plein de pognon à faire et tout le monde est occupé à faire du OFM et du dropshipping, ou de l'e-commerce, ou j'en sais rien, ou être coach de coach de coach de coach, tu vois, ou lancer des communautés sur School, enfin, peu importe quoi, enfin ce que font les gens quoi. Et, euh, et je pense qu'on est en train de vivre le repricing de l'idée. Tu sais, il y avait pareil ces niaiseries de start-upers qui disent non mais l'idée ça compte pas, ce qui compte c'est l'exécution. Je dis pas que c'est faux, c'est de moins en moins vrai. Dans la mesure où l'exécution, tout le monde a accès à la bonne formation gratos, tout le monde a accès aux mêmes outils, tout le monde a accès aux mêmes agents IA, bon, qui sont un peu moyen bof, mais qui vont s'améliorer. Tout le monde a accès aux mêmes, à peu près tout. Et finalement, on va vivre un repricing de l'idée, je pense. Mais une de mes thèses, c'est qu'on va vivre un repricing de l'idée, et juste avoir des idées de business que les autres n'ont pas, des idées, des thèses d'investissement que les autres n'ont pas encore. C'est à mes yeux peut-être le truc le plus profitable pour les mois et les années à venir. Surtout que de manière assez curieuse, l'IA est assez mauvaise dans les idées. Les LLM vont quand même converger vers la niaiserie et vers une C'est pensée très niais. moyenne. Et c'est très compliqué d'avoir un peu de la pensée côté contrarian, tu vois, enfin, dans un esprit d'opposition et de contradiction. L'IA va toujours être dans ton sens, et après elle va converger vers un truc un peu tiède, vers une espèce de pudding, tu vois, enfin un truc un peu sans goût, sans saveur, sans art, quoi. Ouais, il manque un truc, c'est fade quoi. C'est fade, ouais. Il y a pas de sel dans les pâtes. C'est Il y la a bouffe pas dans de Matrix. truffe. C'est la bouffe dans Matrix, quoi. GPT-5, c'est la bouffe de Matrix. Tu vois, dans Matrix, Ouais, c'est il l'espèce de manque une bouillie, touche de truffe, tu vois. espèce de bouillie blanche. Donc, le grand repricing de l'idée. J'aime bien le concept Ouais. parce que souvent on va me dire mais t'as des bonnes idées. Bah ouais, mais c'est ma zone de génie. Et au final, des mecs exécutifs, il y en a partout. Très fort en exécution, Plus en plus, ouais. il y en a partout. Ouais. Et Des surtout bourrins, il y en a des partout. bourrins, et surtout maintenant des bourrins, t'en as qui sont qui ont 15, 16, 17 ans, que tu peux faire taffer. Toi, tu les mets à Bali pour que quand tu travailles à Dubaï, lui, il a déjà commencé à travailler. Bah, Et faut pas qu'ils se barrent au surf, hein. pas qu'il se barre au surf. Mais ouais, les idées, ouais. Je pense que c'est vraiment un aide, une grosse barrière à l'entrée que la plupart des personnes n'ont pas. Parce que de nature, ces personnes-là sont pas forcément curieuses. Je pense que tout comme moi, Arnaud, t'as passé de nombreuses heures sur ton PC à chercher plein de choses. T'es vraiment rentré en profondeur sur certains sujets. Et il y a des gens aussi qui sont complètement cons, mais il suffit de regarder les lois en Europe. Alors, je pense qu'en fait, l'humain, c'est un être social. L'humain apprend par le mimétisme. On apprend de nos parents, en imitant nos parents, on va à l'école, on apprend, on répète, etc. L'humain, par nature, a peur d'être en rupture par rapport à son groupe social, par rapport à sa tribu. Parce que il y a 10 000 ans, 20 000 ans, j'en sais rien, si tu étais viré de ta tribu, tu te faisais défoncer par un tigre dans le sabre, quoi. Tu vois. Donc l'humain, fondamentalement, a peur. Tu sais, une bonne idée, c'est un truc, à minima, la personne en face de toi va froncer les sourcils ou hausser les sourcils, mais en général, elle te dit juste d'être fait enculer. Ou elle se moque de toi, ou elle te jette un truc à la figure. Tu sais, moi, quand à l'époque, je démissionne d'HEC pour aller vendre des PDF sur Internet sur les sites de streaming éclatés, faut la vendre, hein, l'idée, hein. Faut en avoir envie de cette idée. Pour se dire, tiens, attends, ça ressemble à une bonne idée, ça ressemble à... Tiens, c'est un bon plan de carrière, ça. Hum, C'est inspirant c'est finalement. inspirant, c'est motivant, ça, c'est... Et en fait, bah, tu vois, le temps que j'aurais mis à finir mes études,
bah, je vais déjà ramasser quelques M en vendant des PDF, quoi. Et qui a été ma. C'est-à-dire, il y a un concept que j'aime bien chez Marx, c'est l'accumulation primitive de capital. C'est en gros le. Alors, la théorie de Marx est fausse dans ce qu'il raconte, mais l'idée est intéressante. C'est un peu le bric-à-brac initial qui fait que tu peux accumuler quelques M, vivre dans la dignité élémentaire, et à partir de là, aborder la vie en mode, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux faire pour de vrai? Est-ce que je veux contribuer? Est-ce que je veux faire des trucs plus sérieux? Est-ce que je veux faire une vraie boîte? Mais voir cette accumulation primitive de capital, donc ce truc un peu brouillon et bric-à-brac, où tu vas accumuler de quoi finalement pouvoir designer la vie que tu veux. Et, euh, et tu vois, une bonne idée, c'est un truc qui n'est pas accepté facilement, qui n'est pas reçu positivement. C'est un truc qui est en général un peu hétérodoxe ou iconoclaste. Et c'est là que c'est pas facile en fait. C'est qu'en tant qu'humain, on est tous des putes sociales. On l'est tous. On a tous en nous une pute sociale. Donc on peut pas être en rupture. Euh, on va tous acheter les mêmes conneries et planter les mêmes conneries sur les réseaux sociaux. On est tous des putes sociales. Donc c'est pas si évident que ça de trouver des bonnes idées. Et c'est pas juste être curieux, c'est, je pense, être en rupture. Et c'est quand tu vois tout le monde faire la même chose, tu te dis ouais ça pue, je fais autre chose. Euh, Alors, je pense qu'il faut pas aller trop dans l'extrême parce que sinon on va faire des choses de merde, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut un bon équilibre. Il faut prendre les concepts qui fonctionnent et les patterns disponibles et essayer de se différencier. Parce que sinon, tu finis comme la plupart des gens qui vont regarder l'épisode vont commencer à me faire des branlettes de start-upper ou trouver je ne sais quelle idée qui Oui vont mais ça pas c'est des idées de fonctionner. merde. Enfin c'est, Oui, d'accord, je comprends. Ouais, au fait, t'as résumé le truc. En final, c'est des idées de merde. tu vois genre ma thèse moi sur les PDF, c'était la suivante. Est-ce que l'industrie, je dirais, de la vente d'infoproduits post site de streaming était du scam à l'époque? Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est un scam? Ma définition du scam, c'est qu'il y a l'intention de nuire et qu'il y a un désintérêt complet, malsain, pour le bénéfice du client. Est-ce que le client en tire quelque chose? Nous, ce qu'on s'est dit, c'était, attends, si on fait des bons produits, donc on fait le même funnel, la même agressivité marketing, les mêmes pop-up qui clignotent, les mêmes vidéos qui démarrent toutes seules. À l'époque, t'es arrivé sur la page, les vidéos démarraient toutes seules. C'est après qu'il y avait les mises à jour du navigateur pour que cette connerie n'existe plus. Mais il fut un temps, t'arrivais sur un site, la vidéo démarrait toute seule. Après, il faut que tu cliques pour bloquer. C'était il y a longtemps. C'était avant les RGPD, avant la Vatmos, avant toutes ces merdes, tu vois. Euh, et donc, nous, notre thèse, c'était attends, mais si le client en prend soin, qu'on fait un super produit, qu'on ait une politique de remboursement complètement laxiste, pas content, appuie sur un bouton, rembourser. Hop, on discute pas. Euh, Bah, tu vois, arriver dans une industrie scammy en étant non scammy, bah, Mhm. en fait, c'était une bonne idée. Tu vois, donc en fait, on était un peu sur deux extrêmes. Un extrême shady, ce qui est un peu shady, tu vois, et un extrême clean. On n'était pas en mode, vas-y, on converge au milieu, parce que quand tu converges au milieu, c'est la bouffe d'un matrice, tu vois, c'est moins bof, quoi. Donc tu veux être simultanément sur les deux extrêmes, pas être au milieu. Tu sais, c'est la théorie, tu sais, je sais pas si tu vois, t'es du barbell, des haltères chez Nassim Taleb. Tu veux être toujours sur deux extrêmes, l'extrême risqué et l'extrême pas du tout risqué. Donc 90% pas du tout risqué, 10% ultra ultra risqué. Et si tu es au milieu, finalement, tu as un downside qui est énorme et un upside qui est limité. Donc tu veux être simultanément aux extrêmes. Du coup, t'as fait des bons produits, tout Du coup, on a fait des simplement. bons produits, tout simplement. Et Ouais. ça a été quoi ton process? Tu as tout simplement pris des professionnels pour chaque partie sur du PDF. On a pris, Par on exemple, tu as pris une thérapeute pour faire tel on a PDF, pris, des on a choses pris comme ça. tous les super contenus américains, on les a passés sur DeepL, on les a traduits, puis après on les a repackagés, agencés, on a mis des schémas, Il n'y des avait pas builds. GPT à cette époque. Non, c'était DeepL, DeepL, ouais. DeepL. J'utilise encore parce que des fois il bug GPT. Ah ouais, DeepL, Ça c'est bien. bug. Ouais. C'est pas mal. Du coup, Ok, tout simplement, t'as traduit. Traduit, agencé, Bien sûr. repackagé, voilà. Copywriting très important selon toi. Et c'est le skills qui t'a permis de faire toute la différence. Pour moi, ouais. Mais aujourd'hui, tu as évolué vers autre chose. Moi, si tu veux, aujourd'hui, mon rôle, il est moins micro et plus macro. Donc, je suis moins les mains dans le cambouis à essayer d'aller choper la conversion sur le deuxième upsell. Je vais plus être en mode, est-ce qu'on est au bon moment, au bon endroit? Je vais plus être en... Je vais plus intervenir en qualité d'investisseur. Je mets un billet là, un billet sur cette team versus cette team. Et je vais essayer de produire des thèses, de me demander, ok, il va où le monde? Où sera la valeur économique demain? Où sera la valeur ajoutée? Qui va la capter? Quelles sont les zones géographiques intéressantes? Donc je vais davantage me poser ce type de questions qu'essayer d'optimiser un order bump ou le troisième upsell, quoi.
Même si, de temps en temps, je fais des rechutes et je me dis, allez, optimisons ce bump. Optimisons ce order bump. Comment tu définis une bonne team ou un projet que tu as envie de rejoindre? Et d'ailleurs, même si des personnes ont des choses à te pitcher ou pour te contacter, on peut te contacter où pour les personnes qui te regardent? Va me contacter. On peut pas te contacter? Tout le temps, je réponds sur Instagram. Moi aussi, c'est le seul endroit où j'arrive à peu près à Ouais. répondre. Les mails, j'ai quelqu'un qui répond pour Oui, moi. mais les mails, Voilà. par mail. Ouais. Bah, envoyez un mail Ouais. à Arnaud directement. Et c'est quoi une bonne team? Si là, demain, tu as défini un montant que tu dois aller déposer sur une startup ou un mec, c'est quoi tes critères? Je pense que c'est quoi la thèse du mec? Je te donne un exemple. J'ai mis un billet sur un mec qui fait des maths dans les meme coins pour faire de l'investissement backé par des maths de meme coins, donc le truc qui est le plus con de la Terre. Et le mec me dit, bon, je commence avec les meme coins, je fais de la crypto en général, et moi je pense pouvoir prédire l'avenir. Je lui dis, bah écoute, vas-y, assieds-toi. C'est histoire financière, j'aime beaucoup. Il se trouve que j'ai pendant longtemps été l'auteur de l'ouvrage numéro 1 sur Amazon sur l'histoire économique. Ok, donc dans l'histoire économique, il y a l'histoire financière. Donc j'écoute. Petit moment de. Attends, vas-y, assieds-toi. Je vais t'expliquer la vie. Tu sais, ça fait 40 ans que tu as des mecs qui t'expliquent qu'ils vont faire leurs maths, et qu'ils sont un peu autistes, et que tu vas voir, c'est super, ils vont pouvoir prédire l'avenir financier. Et ça finit toujours dans le sang. Un des plus beaux, c'était Long Term Capital Management. Ils ont implosé en 99. Ils ont burné à 5 dans une tour. Ils étaient à 5 dans un bureau, dans 2 prix Nobel d'économie. Et ils ont cramé 1250 milliards de dollars en un week-end. Si tu veux, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Juste, t'es un garçon intelligent, fais autre chose de ta vie. Il me fait, c'est bon, t'as terminé? Je fais, oui, ok, alors je t'explique. Ce que tu me racontes, c'est vrai. C'est vrai dans la finance, dans la vraie finance. Et je dis, oh oui. Il dit, tu sais, dans la vraie finance, le crime, il est illégal. Crypto, le crime, il est légal. Le crime, il laisse des traces. Donc peut-être qu'en fait, dans la crypto, on peut prédire l'avenir. Et j'étais en mode, ok, ça c'est une thèse intéressante. Est-ce qu'il va réussir? On va voir. Mais bon, je suis disposé à mettre 100 000 balles derrière cette idée. Et c'est un mec intelligent, et c'est un mec avec qui avait bossé dans une de mes boîtes une fois, que j'avais vu à l'œuvre, qui est très analytique, qui a une énorme rigueur. En fait, les mecs qui bossent avec moi, ils ont toujours peur que je les défonce. Et lui, en fait, si j'ai une idée de merde, il vient me voir et me dit que c'est une idée de merde. Si ma thèse est fausse, il me démontre par A plus B qu'elle est fausse. Par A plus B qu'elle est fausse. Donc c'est un type pour qui la rigueur de l'analyse est plus importante que sa propre survie économique. Je me dis, parfait, ce garçon. Est-ce que son truc va réussir ou pas? On va voir. Ça, c'est intéressant. Donc, après, j'ai aussi cherché des gens qui sont très jeunes, on va dire 15-25 ans. J'ai un peu le même critère que Leonardo DiCaprio, tu vois. Où- Sauf qu'il n'y a pas de rapport. Voilà. Voilà. Mais c'est l'idée qu'en fait, putain, dès que les gens ont commencé à avoir trop bossé dans des vraies boîtes, trop fait d'études, etc., ils sont ramollos. Ouais, dès qu'ils ont un gosse, etc. Ou qu'ils ont un gosse, ou qu'ils ont un crédit, ou qu'ils ont tout ça. Donc en fait, prendre des gamins, en gros, sur la fenêtre, enfin, je dis gamins parce que j'ai 34 ans, mais sur la fenêtre, tu vois, 15 ans, alors 15 ans, c'est quand même un peu le bazar. Mais tu vois, à 17 ans, ceux qui ont commencé à. Ce que j'aime bien, c'est les gens qui ont 17 18 piges aujourd'hui, et qui ont commencé à bricoler sur Internet à 14 15 ans. Tu vois, ça fait 2 3 ans qu'ils sont là. Pour une boîte ou en tant qu'employé? Non, non, en tant que Ah oui, bricoleur, en mode, oui, bien j'essaie de. sûr. Parce qu'en tant qu'employé, ces personnes-là sont géniales. Moi, c'est un profil que j'adore. Alors, soit je les recrute dans mes boîtes. Souvent, en général, le funnel, c'est que je les recrute dans mes boîtes, ils bossent un temps, ils se prennent quelques baffes. Ceux qui survivent se disent qu'en fait, ouais, ils ont pris quand même beaucoup de baffes, mais ils ont appris des choses. Ceux qui survivent pas, c'est ok. Ils survivront peut-être dans un autre environnement que le mien. Tu vois, c'est pas un jugement sur eux. Et après, quand ils montent leur truc, bah ouais, je mets un billet pour voir ce que ça va donner, quoi. Et en gros, 85% de ma net worth vient de billets foutus dans des idées à la con euh, d'anciens employés ou d'anciens élèves de mes programmes. 85%. En fait, in fine, j'ai pas généré tant de pognon moi-même. Enfin, ça va, tu vois. Mais rapporté en pourcentage de la net worth, une net worth liquide, hein, pas les trucs, ouais, j'ai une part d'une startup et machin. Non, non, enfin, un truc tangible, tu vois. Et bah, c'est quasiment que des tickets mis sur des gamins un peu dégénérés. Par contre, ils sont durs à gérer, les mecs, hein. C'est enfin, en général, le downside, c'est qu'il manque quelques cases. J'ai une thèse, c'est tu peux pas être foutrement brillant dans un ou plusieurs domaines sans être foutrement attardé mental dans un ou plusieurs autres domaines. Et je pense qu'en fait, c'est la nature qui fait ça. T'imagines, t'as un mec qui est foutrement bon dans tout,
Ça devient Attila le roi d'Ain ou Gengis Khan, tu vois. Il réduit tout le monde en esclavage, il viole toutes les femmes, tu vois. C'est-à-dire, tu peux pas avoir un ultra prédateur comme ça. Donc, je pense qu'en fait, la nature, Dieu, l'univers, ce que tu veux, a bien fait les choses. C'est-à-dire que si un mec est trop trop bon quelque part, tu vois, le cerveau, il a un espace limité, enfin, physiquement, tu vois. Donc s'il y a trop, donc en fait, si y a une surallocation dans un pôle, il y a une sous-allocation dans un autre. Et donc ces mecs, ces meufs, c'est peut-être plus souvent des mecs quand même. Tu vois bien, tu es sur les cours un peu de gauche, cette déviance, cette machin, qu'en général, en moyenne, les hommes et les femmes ont la même intelligence. Non, je trouve que les femmes sont peut-être un tout petit peu au-dessus, mais sur l'extrémité de la gauche, donc sur les humains méga, méga, méga problématiques à tarder et méga, méga, méga brillants, les hommes sont surreprésentés. Hmm. Tout comme chez les meilleurs joueurs d'échecs, il y a des mecs en prison, il y a beaucoup plus de mecs que de meufs en prison, quoi. Donc c'est pas un discours anti-femme, quoi. En moyenne, c'est plus ou moins la même chose, mais quand tu vas à l'extrémité des échantillons, les hommes sont surreprésentés. Donc moi, c'est plus des mecs, et je dois me trimballer le fait qu'il y en a qui manquent comme quelques cases, ouais. Et il faut être un peu leur daron, quoi. Et dire, non, ça c'est prison, ça tu fais pas, ça, ah non, là tu vas mourir, non, ça faut pas y aller non plus. Donc tu vois, il y a un peu de... Il y a autre grande qualité qui est pas pressée par le marché, le bon sens paysan. Juste voir le truc et savoir que ça va exploser la gueule du mec. C'est un super pouvoir. Parce que je te jure que les mecs, ils voient rien. Tu peux le définir, le bon sens paysan? Voir le truc et savoir que ça va exploser. En fait, Comment t'arrives à le timer? c'est le niveau zéro de l'intelligence. C'est juste le bon, c'est le bon sens paysan. Si tu vois le truc, tu sais que c'est con. Tu roules à 240 sur l'autoroute, tu sais que c'est con. Je veux dire, c'est objectivement con. Ouais, mais c'est marrant. Ouais, 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 enfin, c'est con, quoi. Ton risk-reward, c'est l'upside, bah, tu t'es amusé, le downside, t'es mort. Ouais, ok, super, quoi. Enfin, mais euh, bon sens paysan, c'est le bon sens, quoi. Que certaines personnes n'ont pas forcément. Que les gens brillants n'ont pas. Que souvent les gens brillants n'ont pas. J'ai plein de gens autour de moi. Tu sais, si tu imaginais les niveaux d'intelligence de zéro à, bon, 0, c'est dans le coma, à 10, 10, t'es le mec le plus cognitif du monde, vraiment, en termes d'abstraction, tu vois. En fait, il y a plein de mecs qui maîtrisent de fou le niveau 7, 8, 9, tu vois. Et le niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a personne, tu vois. Et ils font des dingueries. Je peux pas en parler parce que sinon ils vont gueuler, mais bon, non, c'est du travail quand même. Ça reste censuré. T'as eu combien d'élèves en global dans tes programmes à peu près? Si je prends en compte les lecteurs de mes bouquins et tout le reste, Non, sans ça, sans ça. je sais pas trop. Je prends en compte les Nigérians qui ont vendu mes cours aussi ou pas? Ou les Béninois qui ont revendu mes. Sans eux, euh, officiellement. Tout mis bout à bout, je pense 8000 à peu près, un truc comme ça. Après, j'ai eu beaucoup de produits peu chers. Tu vois, j'ai C'est eu vrai. les RX, des trucs comme ça. C'est un programme, quand je l'ai lancé, c'était 10 balles par mois. Donc, les 10 balles par mois, autant te dire que T'avais monté à 50, je crois, une fois. c'était Après. 10 balles. C'était 10 balles. 9,95, puis 19,95, puis, 40 puis 29,95, puis 49,95. Bref, Et maintenant, tout est gratos. pourquoi? Je pense que, tu sais, j'adore l'industrie du contenu. J'adore l'industrie de l'enseignement. J'adore les business d'information. Je trouve que c'est trop bien. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde gueule un peu, ouais, les vendeurs de formation, Dubaï, machin. Ok, d'accord, ok, ok. Mais juste le fait de pouvoir transformer une connaissance que tu as pompée ailleurs, en une source de cash flow qui te permet de vivre dans la dignité, juste conceptuellement, c'est incroyable. Alors je sais que c'est vu et revu, que quand on dit ça comme ça, mais tout le monde fait, oui, je connais. Tu fais, ouais, tu connais, mais putain, c'est quand même bien, quoi. Euh, Petit un. Et petit 2, avoir la possibilité, pour une fraction de ce que coûte un système je dirais, universitaire académique traditionnel, pour une fraction de ce prix, avoir accès à un catalogue mondial de gens qui enseignent des trucs qu'ils ont, si possible, pratiqués et si possible qu'ils maîtrisent, c'est c'est un monde incroyable dans lequel on vit. Je sais que enfin, j'ai conscience d'enfoncer une porte ouverte énorme et de dire une niaiserie complète, mais je trouve ça incroyable. Et donc, j'aime cette industrie. Est-ce que je me vois y revenir? Pourquoi pas? Sous quelle forme? Je sais pas. J'ai comme l'impression qu'il y a un peu un pourrissement en ce moment de cette industrie, que c'est beaucoup de drama, beaucoup de Sur le trucs. marché francophone? C'est marché worldwide. Ah oui, Bah, bah, Tel j'ai un Lopez, pensé non, mais, enfin, Tel Belmar. Lopez qui a implosé, Belmar. Belmar qui est en train d'imploser, En France, t'as Bourbon, Ben Haussmann. qui sont en train de s'entretuer, euh, tout le monde qui gueule toute la journée. Après, bon, c'est un peu différent. Non, c'est pas différent. C'est de l'éducation.
Ou de Alors, groupement d'investissement. club d'investissement, communauté payante, Ouais. formation, coaching, accompagnement, cette Coach de industrie-là. coach, ouais. Coach de coach, consultant, Formateur de formateur. ouais, t'es formateur. Donc, j'ai un peu ce feeling que c'est une industrie que j'aime. J'aime enseigner. En fait, je prends beaucoup de plaisir à enseigner. Ça me fait chier de monétiser parce que ça crée une friction. Et si tu veux, ça rapporte pas assez d'argent pour que je justifie de m'infliger la friction. Donc tu le fais pour le plaisir. Donc je le fais pour le plaisir. Néanmoins, ce qui est chiant, c'est que quand il y a une dynamique économique, il y a toujours une dynamique d'optimisation. Quand tu fais pour le plaisir, t'es pas forcément à fond. Bon, le Tu vas pas... bénévolat, c'est bien, mais voilà, C'est quoi. ça. En fait, le bénévolat, je pense, n'active pas les mêmes parties du cerveau qui te poussent à la performance et à l'efficacité. Parce que quand moi, le client, il a payé, je peux pas me dire, bon, bah, c'est moyen bof. Non, je me dis, bon, non, enfin, le mec, il a mis, il a mis X en valeur économique, il faut que je lui délivre Y et que Y soit significativement supérieur à X. Euh, donc ça, quelque part, ce qui est positif en faisant casquer les gens, c'est que, un, eux, ils écoutent jusqu'au bout, pour certains. Enfin, tu augmentes la probabilité qu'ils écoutent jusqu'au bout. Et deux, moi, ça me pousse à être extrêmement rigoureux, extrêmement régulier. Bon, ça serait l'argument pour vendre des babioles. Là, maintenant, tout de suite, arrêt sur image, non, non. Euh, et surtout, tu vois, le vrai upside de l'enseignement pour moi, c'était de trouver des enfants soldats, euh, les former, les faire bosser dans les boîtes dans lesquelles je suis investisseur ou dans les boîtes enfin, les miennes, euh, et ou investir dans leur truc. Le vrai upside, il est là. Donc, en fait, la vraie valeur économique, je vais la chercher là-bas. Je vais pas la chercher, tu vois, sur 9,95 par mois. Et donc, je dois essayer de penser aujourd'hui un funnel pour identifier les enfants soldats, les matrixer, les former, les sortir une fois qu'ils sont majeurs. C'est vrai que ça fait un peu détournement de, mais enfin, les sortir vraiment du communisme, tu veux, pour qu'ils aillent bosser. Toi, que les mecs, ils n'aillent pas à faire fac de sociaux à la Sorbonne, mais qu'ils aillent juste s'installer, je sais pas où, dans un pays pas cher et qu'ils aillent bosser, quoi. Enfin, pour apprendre des compétences et bosser en ligne. Tu sortes un incubateur un petit peu. Quelque chose dans le genre. Mais j'ai deux, trois idées, on en parlera après. On parlera après. Et puis on avait parlé aussi On en a l'autre parlé, ouais. jour. Mais vraiment, l'upside pour Mais moi. d'ailleurs, j'ai grave réfléchi à ça je vais t'en faire part Ok. après le podcast. Non, enfin, le contexte pour ceux qui nous écoutent, c'est on a pris un café l'autre Oui, jour. voilà, on Et, en parlait. moi, on a beaucoup échangé sur le fait de est-ce que je dois revenir. Parce que je lui demandais justement. Je demandais à Big Chiente. Je demandais à Big Chiente conseil pour qu'est-ce qu'il ferait à ma place, quelle un peu. Enfin, sa vision de l'industrie, etc. Et donc on a un petit peu changé là-dessus, on a proposé des idées. Mais pour moi, le data point intéressant, c'est que l'upside économique majeur pour moi, il est dans le fait soit d'insérer ces éléments dans mes boîtes pour faire de l'upside pour mes boîtes. Mm. Et en gros, ils font ça 6 mois, 12 mois, 18 mois, après ils montent leur boîte. Et d'ailleurs, pour info, les gens, ok, petit pitch, ok, enfin, fenêtre commerciale. C'est parti. Ok. Tout le monde ici veut gagner, enfin, tous les brokies, c'est pas une insulte, c'est un fait sociologique, d'accord? En fait, tout le monde rejoint finalement des offres d'infopreneurs et de coach pour essayer de gagner ces 5 000 balles, 10 000 balles par mois. Et en fait, possiblement, si vous voulez maximiser la chance, votre probabilité de gagner ces sommes-là, c'est relativement simple. Rejoignez une équipe, un business, peu importe, pendant 6 mois à peu près. Travaillez 12 heures par jour. Ok. Vous avez le droit à allez, un quart de journée ou une demi-journée par semaine de repos. Encore une fois, vous avez entre 15 et 25 ans. Donc, commencez pas à m'expliquer, ouais, j'ai Quidditch, vendredi, je peux pas, j'ai mon cours de pole dance, tu vois. Non, du travail. Donc, vous avez le droit à voilà, enfin, une demi-journée par semaine de repos. Le sport, vous avez le droit par contre. Et après, c'est 12 heures par jour. Et là, c'est vibe coding, vibe marketing, copywriting, euh, faire monter des comptes TikTok, faire monter des comptes Twitter, apprendre à faire des vidéos faceless, apprendre à farmer les réseaux sociaux, apprendre à rage bait, si tu veux, la moitié de ton industrie pour faire croître un compte. Genre, prends une industrie, quelle qu'elle soit, ouvre un compte, vas-y en mode rage bait. Donc, on dit, tu dis des trucs qui font que tout le monde va péter une durite. Tu dis des vérités qui fait que tout le monde gueule, ton compte il devient numéro un de ton industrie, c'est un exercice. Si tu sais faire ça, tu sais faire du marketing. Le marketing, c'est pas juste faire chier les gens, mais c'est un bon exercice. Donc en gros, il y a une série de compétences comme ça. Donc en gros, lovable, runner in ads, faire monter des comptes sociaux avec du rage bait et du faceless, euh, euh, avoir une culture produit. C'est quoi une bonne newsletter? C'est quoi un bon produit? C'est quoi un bon infoproduit? Avoir une sensibilité pour le client,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un marketeur, dans ma définition, c'est l'avocat du client. Il est là pour défendre le meilleur intérêt du client. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit toujours les marketeurs ils sont là pour enfiler des gens. Ouais, mais non, parce qu'en fait, si tu veux durer, il faut que le client soit heureux. Pour que le client soit heureux, il faut que tu défendes ses intérêts. Donc un bon marketeur, un bon copywriter, c'est un mec qui défend l'intérêt du client. C'est l'avocat du client, quelque part. Donc, comprendre cette culture-là. On n'est pas dans une culture Loup de Wall Street, de cassos de merde, où c'est en mode ouais, je vais essayer de niquer tout le monde pour gagner de l'argent. Non, on est l'avocat du client. On gagne beaucoup plus d'argent en étant l'avocat du client qu'en étant un wannabe Jordan Belfort et finir je sais pas trop comment. Donc, l'avocat du client. Ce que veut dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des ratés ou de vous foirer ou de vous tromper, etc. Tout le monde se trompe, tout le monde a des ratés, tout le monde a des casseroles. C'est ok, c'est normal. Mais la ligne directrice, c'est l'avocat du client. Donc, ces éléments-là, 12 heures par jour au service d'une ou plusieurs équipes, en étant payé 800 balles, 1000 balles en crypto, sont pas comptés. Ouais, mais du coup, il faut faire une facture. Non, il n'y a pas d'URSSAF, c'est fini. C'est Revolut ou crypto, tu ne commences pas à m'emmerder. Et go. Ok, go. Et tu fais ça pendant 6 mois. Au bout de ces 6 mois, crois-moi, peu importe ce que tu fais, ça a plus ou moins fonctionné. Peut-être pas du premier coup, mais voilà. Ou tu vas pouvoir revenir voir la boîte et dire écoutez, on va arrêter de se mentir, le pilier, c'est moi. Paye. Enfin voilà, je contribue à la création de valeur économique dans votre Paye, boîte. paye, paye. C'est tout. Ouais. Paye. Et ils paieront, ils paieront. Bah oui, 100%. D'ailleurs, les Euh, gars, si, si vous voulez bosser pour moi et vous avez ce genre de skills, envoyez-moi un DM. non, mais, non, non, vous avez ce genre de skill, n'importe qui vous embauche. Bah oui, moi je vous Vous prends, les arrivez en gars. mode, les mecs, voici ce que j'ai fait pendant 6 mois, mais tout le monde vous répond. Bien sûr. Tout le monde vous répond. Il n'y a pas un mec qui va dire, oh, Et, moi je sais pas, et machin. s'il vous plaît, le message. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo raw. Comment faire pour avoir une réponse. C'est un truc très con. Ouais. Comment t'envoies un putain de message? Parce que j'en reçois minimum 20, 30, 40, 50. Et toi, je pense que c'est pareil par jour. Je sais pas, je regarde pas. Ouais. Ouais, toi, tu regardes pas. Moi, j'aime bien. Je regarde. Euh, Putain, les mecs, c'est le même message à chaque fois. Enfin, j'ai fait ci, ça. Voici mon folio. Et je m'en bats les couilles. Genre, qu'est-ce que tu peux m'apporter directement Ouais. dans le hook? T'es là pourquoi? Ouais. T'es là pourquoi? Genre, catch-moi en 2-3 secondes. Genre, ou trouve-moi un élément dans mon funnel ou dans mon business que t'as décortiqué et viens me donner une value applicable directement, en fait. Je vais te répondre. Pour moi, une des plus belles histoires d'un mec jeune qui pitch un mec impitchable, je te raconte l'histoire et après, on va au pitch. Donc, je fais une petite digression pour l'histoire. Tu sais, il y a eu, je crois que c'était autour de 2015-2016, il y a eu un procès aux États-Unis où un catcheur à la retraite qui s'appelle Hulk Hogan a attaqué en justice. Le blond, là? Ouais, le mec avec les cheveux, enfin, teintés, bon, ouais, enfin, catcheur à la retraite, quoi. Qui était très célèbre je crois, dans les Ouais, années bien sûr. 80-90, le catch, pas trop mon truc. Et il a attaqué en justice un groupe média qui s'appelle Gawker, qui est un groupe média qui faisait genre 500 millions de chiffres par an, en mode new-yorkais, les meilleurs avocats du monde, on s'en bat la race, etc. Premier amendement qui nous protège, etc. Et ce catcheur est fauché, il est à la retraite. Ils attaquent en justice à l'américaine, donc tu sais, c'est très très cher, les combats légaux aux États-Unis. Et ces mecs-là, le Gawker lui manque de respect, il n'a pas de sous, il lui met un coup de pression, vas-y, tiens, tu as une pièce pour le caddie, vas-y, casse-toi, machin. Au bout d'un moment, l'avocat du catcher, on va faire une déposition, tu sais, c'est comme dans les séries où tu te rassembles dans un bureau d'avocat et on pose des questions, tout est enregistré en vue de préparer ou d'avancer dans la procédure. Et les avocats vont. En fait, ce que reprochait le catcher, c'est que le groupe média avait publié une sextape de lui. Ok, donc il y a une histoire, il a publié une sextape où il se tapait sa voisine, une histoire comme ça. Et lui, ils attaquaient pour violation de intimité, vie privée, etc. Bon, long story short, les mecs en déposition, ils disent que des conneries. C'est que l'avocat leur demande, mais pour vous, c'est normal de publier une sextape d'un individu? Ils font, bah, ouais, ça ne me dérange pas, pourquoi pas. Et l'avocat de Hulk Hogan dit, mais à quelles conditions vous posteriez pas une sextape? Et les mecs, ils font, bah, je sais pas, si c'est un enfant. Tu fais, ok, bon. Et c'est quel âge pour vous un enfant? Je sais pas, 14 ans, ok. Ok, très bien. Donc maintenant, on prend l'enregistrement, on va poursuivre la procédure. On met en Floride devant un grand jury de redneck chrétiens. Et on va voir comment ça passe l'histoire de 14 ans pour une sextape, quoi. Bref, long story short, les mecs se font éviscérer la gueule. Ils doivent payer 115 millions de dollars au catcher. Ils sont tous ruinés, mais jusqu'à l'os. Même genre, le stagiaire qui a posté la vidéo, allez, 5 millions pour toi. Le mec qui passait dans le couloir, allez, 1 million pour toi. Tout le monde se fait allumer la gueule. Long story short, les mecs, en fait, les mecs avaient publié, genre quasiment 10 ans avant, un article pour dire que Peter Thiel, donc un grand investisseur américain, était gay. Et Peter Thiel, pendant X années, son focus était de tuer ces mecs, de leur faire la peau. Et un jour, il y a un type qui est venu le voir à Berlin, qui lui a dit, je sais comment faire pour les tuer. En fait, personne ne savait que Peter Thiel voulait les égorger. Le mec a compris que ces publications qui disaient qu'il était gay étaient
un énorme problème pour Thiel, et une énorme blessure, et une violation de son intimité, Thiel en a jamais parlé. Le mec avait l'intelligence sociale de se dire, regarde comment un mec comme Peter Thiel, ce genre d'article, ça c'est un point. Et le mec a eu l'intuition de se dire, ça, c'est ma porte d'entrée chez Thiel. Ok, comment ce problème peut-il être réglé? Bon, surtout que c'est un mec qui avait fait des études de droit, je crois, j'ai un doute, mais je suis même pas sûr. Il y a un bouquin qui s'appelle Conspiracy, de Ryan Holiday, où la personne qui vient voir Thiel, qui est un mec en début de vingtaine, il s'appelle Mr. A. Et il va voir Thiel et il dit, voilà, voici comment on peut régler et éviscérer ces fils de pute. J'ai juste besoin d'un dîner. Soir même, dîner à Berlin, pitch, virement de 10 millions dans une LLC, et c'est parti, on part sur 10 ans pour aller éviscérer les mecs. Mais le type a eu l'intelligence de se dire, ce mec-là, psychologiquement, il est comme ça. Son plus gros problème, dont il ne parle même pas, sa blessure narcissique ou autre, c'est ça. Il n'arrive pas à la régler parce que force est de constater qu'elle n'est pas réglée. Moi, je pense savoir comment la régler. Et le mec a eu une enveloppe de DM pour aller leur éviscérer la gueule. Et ça, pour moi, c'est vraiment. C'est un exemple extrême, mais j'utilise justement cette histoire pour faire passer le message. Piger le problème du gars. En fait, il y a un paquet de mecs pétés de thunes qui s'arrachent les cheveux sur des conneries. Et pour une raison mystérieuse, leurs équipes n'y arrivent pas, ils n'ont pas le temps, et ou ils ont un rapport traumatique au truc qui fait qu'en fait, ils n'arrivent pas à le gérer eux-mêmes. Parce qu'ils ont beau être très bons ailleurs, ce sujet les énerve tellement qu'ils ne le gèrent pas. Piger le prospect. Leçon marketing, quoi, piger le prospect. Se mettre à la place de l'autre Se vraiment foutre dans les problèmes constamment. du gars, ouais. De toute façon, c'est la base en vente ou dans les rapports Ouais. humains. Bon, il y a des célèbres ouvrages qui en parlent, on va pas tous les citer, les classiques marketing. Mais c'est la putain de base de se mettre à la place de l'autre, quoi. C'est même quand tu écris des ads, même quand tu vas faire ton site. Il faut pas supposer, il faut vraiment profondément écrire pour la personne que tu veux cibler ou comprendre il veut quoi le marché. Et du coup, le marché veut quoi? Mais c'est les gens qui font et définissent un marché. Ouais. Et c'est vraiment. En fait, à chaque fois, je vois ces erreurs-là, où je vais sur des ads, où je parle avec des mecs en consulting. Je fais, mais putain, mais t'as écrit ça pour toi, quoi. Ou alors, tu le fais, mais alors tu supposes, mais c'est pas ça au final. En fait, l'autre travers, c'est le mauvais DM en mode vous êtes tous des cons, on n'a pas compris. Tu vois, typiquement, moi, les mecs, ils me font ouais, Ah oui. genre, ouais, Il y en a, ils sont culottés, hein. tes vignettes sont nulles. Je fais frère, j'ai pas de vignettes. En fait, je veux pas de vignettes. Bah oui. Les vignettes, les mini makers, je viens de les frapper. Tu vois, tu mets un mini maker. Bah, tu sais, le mec sur 10 000 qui va tuer un mini maker, c'est moi. Moi, je le croise dans une ruelle, je fais pas de caméra. Bon, allez, le mini maker. Et le mien, il est à Dubaï, là. Je vais pas te le ramener, hein. Mais le mini maker qui fera la mini de cette vidéo, Tourne, 1 tourne, sur 10 000. 1 sur 10 000. tourne ta tête, comme ça, on va prendre un beau screen pour la miniature. C'est parfait. Mais euh, et donc les mecs ils me font ouais t'es mignon le frère, y a pas de mignon. Ou genre ouais je peux t'aider sur le closing. T'as pas remarqué que je vends rien? Non, mais par pitié, moi aussi, genre, espèce de fils de pute, je vends rien. Je vends rien, genre, il me dit, ouais, je peux t'aider, j'ai bossé pour un tel, j'ai fait succès, mais je vends rien, fils de T'as pute. remarqué que les mecs ont tous bossé pour Yomi? J'ai l'impression que 100% des mecs en DM ont bossé pour Et t'as Yomi. t'as la Yomi TVA aussi, tu connais pas? La Yomi TVA? Ouais. C'est quoi? Bah, tu fais x2 sur les prix quand t'as Yomi. Parce qu'en fait le mec a bossé une fois pour Yomi, donc il Ouais, veut voilà, les c'est prix. ça. Ok. Ou c'est. Moi, il y a un truc aussi qui m'insupporte, c'est les prestats qui savent littéralement que t'as du pognon ou que ça marche pour toi et tes boîtes. Et du coup, ils se permettent de te surpricer. Et ça, concrètement, c'est pas parce que tu vas plus gagner que tu dois surtaxer, enfin, tu dois surpayer un travail normal. En fait le truc, Ça, je trouve ça vraiment insupportable. ça c'est genre enfin, c'est des connards qui ont suivi des formations de coach qui font ça. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est comment moi j'arrive à m'insérer dans la chaîne de valeur, dans la création de valeur ajoutée de la boîte. Tu vois, typiquement, imaginons, je suis copywriter. Ok, bon, je vais rejoindre la boîte pour faire le mailing. Bon, le truc le plus facile de la boîte. Ok, donc là je suis sur le mailing, très bien. Donc, j'optimise les titres, le contenu, etc. Je traque, je mesure, j'optimise. Très bien. Ok. Ok. Est-ce que maintenant, à chaque fois qu'on fait le mail, on envoie sur la page de vente? Donc, si tu veux, c'est la quatrième fois qu'on envoie le mec sur la page de vente. Si cette page de vente ne l'a pas closé maintenant, elle ne le closera probablement pas.
est-ce que je peux faire une variation de cette page de vente, par exemple avec un lead, donc un début un premier tiers de la page de vente différente, pour justement avoir un hook différent, une entrée matière différente. Ok, là du coup, maintenant tu vas pouvoir débloquer des ventes que la page de vente actuelle ne débloquait pas. Ok, maintenant tu vas te dire, ok, est-ce qu'on ne peut pas retravailler un peu la copie sur l'order form pour gagner, enfin essayer de gagner quelques points, faire un A/B testing. Est-ce qu'on peut pas retravailler la copie du bump? Bon, ok, très bien. Après, tu vas dire, ok, maintenant en amont de tout ce bazar, c'est quoi les ads? C'est quoi les LP? Est-ce qu'on peut faire d'autres ads, d'autres LP? Ok, on a une team qui fait des ads qui travaille très bien, qui publie, on a les média buyers, etc. Est-ce que je peux intervenir là-dessus? Ok, là, du coup, tu augmentes, enfin, tu montes et tu descends dans genre la création de valeur ajoutée pour la boîte. Aller un peu plus loin, ça serait essayer de participer au produit, mais en général, c'est très spécifique et un peu sacralisé, donc tu ne peux pas forcément aller là-dedans, ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. L'autre truc aussi, c'est t'as qui sous la main? Parce que tu vas me dire, ouais, moi je peux faire une page de vente alternative. Les mecs, ils vont dire, frère, on n'a pas le temps là. Nous, on a 15 000 trucs à faire, la page de vente, elle marche, on n'a pas envie de refaire une page de vente. Après, d'aller remonter un funnel, ou d'aller refaire une page, ou d'aller rassembler une page sur clickfunnelsystem.io ou autre. T'as pas que ça à foutre. Ok, est-ce que tu peux le faire toi-même? Ou est-ce que t'as un pote au Bénin qui peut le faire pour 2 balles? Enfin, ou tu vois, ou un mec ailleurs, quoi. Et tu connais qui? Est-ce que tu as autour de toi des gens qui peuvent accélérer la réalité? Si t'as, ouais, les gars, j'ai une super idée, on fait une nouvelle page de vente et j'ai déjà rédigé sur Google Doc, regardez, en fait, on garde 2 tiers de la page, machin. Fantasy. Ouais, mais parce qu'eux ils vont dire, frère, c'est une bonne idée, mais là, on a du boulot. Ouais. Si tu dis, bah, en fait, moi, je l'ai rédigé, si vous voulez, je peux la monter, et en fait, vous n'avez rien à faire, c'est intéressant. Donc, en fait, il faut se demander, quand on est Presta, ok, comment je peux contribuer davantage à la valeur ajoutée qui est générée par cette boîte, et en général, ta rémunération, elle suit. Par contre, c'est pas overnight. La grande difficulté, c'est que les gens, ils arrivent, ils veulent gagner 5 000 € par mois, parce qu'il y a un coach qui leur a dit que c'était possible. Ouais, pas vraiment, en fait. Mm. Vraiment ça. Et comme d'hab, c'est qu'est-ce que tu apportes, comment tu fais la différence et comment tu te rends indispensable Ouais, au business. ouais, Et ouais. se rendre indispensable au business, c'est la meilleure façon d'être très bien payé et follow une vision. Et au final, bah, je peux parler rapidement du groupe Train Track où j'ai un head of sales qui est très très bon dans Ouais. ce qu'il fait. Il sait pertinemment qu'il peut aller faire son agence et mieux gagner que chez moi. Ouais. Mais par contre, à long terme, dans la matière grise, ce qu'il apprend en skills et driver et être avec des gens cool. Cool. Ok, t'es cool. Pour moi, t'es cool. Je le dis, Ça va, t'es ça cool, va. t'es cool. T'es un mec Merci, cool. merci Arnaud. T'es un mec frais. Ouais. Mais et du coup, juste travailler avec des bonnes personnes au quotidien et faire un truc sympa de ses 10 doigts, quoi. Et derrière, je lui ai dit, mais tu peux rester et prendre des equity sur d'autres parts du business parce que ça devient un groupe. Ouais. Au final, ça fait bien plus de sens qu'il aille se barrer et aller bosser et prendre je ne sais combien. Et au final, il va faire son 8. Enfin, avec moi, il fait son 8 heures, bon, 20 heures, Ouais. 19 heures, 18 heures. Peu importe. Dans toutes mes boîtes, tout le monde est flexible tant que le travail est fait. Par contre, si le travail n'est pas fait, je descends du cheval. Et là, ça va hurler. Et là, je suis pas cool. Mais sinon, je suis très cool. Tu sais, faut Toi toujours aussi, la juste milieu. est-ce que toi, si ta boîte était en France, tu serais devant les prud'hommes tout le temps ou pas? Ouais, je pense qu'il y aurait des threads Twitter sur moi. Oui, alors, La triste vérité sur Bichente. une culture d'entreprise toxique, un harcèlement passif-agressif. Il m'a envoyé un message un jour off. Il m'a écrit, tu branles quoi à 4h du matin? Yo, C'est quoi ce bordel? il m'a Yo, écrit yo, boss. Boss. yo, va bosser dimanche matin. Le concept de va bosser, c'était marrant ça. Faudrait que on le C'est toi qui remette. dis ce truc-là, va bosser? C'était C'était moi, toi c'était sur moi. Twitter, là, va bosser, il y a un an et Ouais, quelques, là? ouais. Arnaud, j'aimerais avoir ton avis. On est au Middle East. Mhm. Comparé au reste du monde, pourquoi on est ici selon toi? Et pourquoi nos anomalies de marché un petit peu, nous sommes ici? Il faut savoir que je suis à Dubaï pour la culture, les musées, les vernissages. Euh, alors, sur Dubaï, aux Émirats Arabes Unis en règle générale, alors, je pense qu'il y a un angle en product, il y a un angle un peu géopo. L'angle product, c'est Dubaï a passé 30 ans à créer un product market fit pour les nouveaux riches. Pas les nouveaux riches, les nouveaux riches. Donc, les gens, enfin les nouveaux riches de la nouvelle économie. Des gens qui sont nomades,
des gens qui ont des fortunes qui sont réparties sur plusieurs pays, plusieurs actifs, qui ont des boîtes dans un pays A, qui vivent dans le pays B, qui ont des clients dans le pays C, D et E, etc. Donc en fait, ils ont créé un product market fit en termes d'immobilier, en termes de services de santé, des services de restaurant, des services de ce que tu veux, enfin, tous services confondus quelque part. Et ils ont mis vraiment 30 ans à constituer ce product market fit. Et bizarrement, personne d'autre ne l'a fait, quoi. Singapour avait un peu ce truc-là malgré eux parce que ils ont eu un leadership exceptionnel avec Lee Kuan Yew qui a créé Singapour et développé Singapour. Les Émirats Arabes Unis ont eu la chance d'avoir quelqu'un comme Sherzayed, qui est en l'occurrence T'as euh, lu son bouquin? non, mais il y a un super documentaire d'Arte sur Moi, Sherzayed. je l'ai vu. C'est vraiment Il touchant, est c'est super incroyable, bien. c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment, je recommande à tout le monde. C'est vraiment une leçon d'intelligence, d'humilité, d'humanité, tu vois. Très humble. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Bref, on va pas spoiler le truc, mais c'est un bon truc. Euh, donc il y a un product market fit qui a été conçu. Et là, on voit que il y a l'Arabie Saoudite qui essaie de rattraper le truc, il y a d'autres endroits qui essaient de faire la même chose, mais construire un pays, concrètement, ça prend une génération minimum, si ce n'est 2 ou 3 générations. Bon, speedrun, hein, quand même, le mec. Hein. C'est un speedrun, ouais. Donc il y a ce product market fit, très bien exécuté, très bien pensé. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on observe, tu vois, si tu prends la carte du monde, telle que nous on la représente, donc tu sais, l'Europe au milieu, les États-Unis là, l'Asie de l'autre côté, quoi. Enfin, Toi, tu vois, toi, tu la vois d'office. Enfin, nous, en tant qu'Européens, on voit directement l'Europe. ouais, ça, on prend cette représentation-là. Et tu vois, en fait, tu regardes où est le centre de gravité de l'économie mondiale. Et tu vois, avec le 19e siècle, la révolution industrielle, on a un centre de gravité qui va se déplacer quelque part de la Chine, qui se fait méga bolosser, pour aller glisser vers l'Europe. C'est ce centre de gravité mondial, hein, donc tu prends en compte toutes les forces en présence. Donc, si tu veux, avec l'hyper-développement industriel et impérialiste français, britannique notamment, et démographique, enfin démographique, industriel, financier, tout ce que tu veux, tu as un déplacement du centre de gravité, quelque part qui était un peu au milieu entre l'Europe et la Chine, vers l'Europe. Ok. Après, avec la Seconde Guerre mondiale, puis après avec le XXe siècle, tu as ce centre de gravité qui, quelque part, va aller se tirer entre Londres et New York, quelque part. Donc il y a l'Europe de l'Ouest qui est extrêmement riche et qui pèse très lourd dans le PIB mondial, et évidemment le siècle américain qui bat son plein. Ok. Et là maintenant, tu as ce mouvement inverse, où le centre de gravité, il revient doucement vers la Chine, donc il repasse un peu en Europe, parce que on revient à peu près vers, enfin, avec le développement de la Chine, de l'Inde, etc. Donc il y a ce développement. Et là, je pense que ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir le centre de gravité quelque part se déplacer de plus en plus vers l'Asie. Et in fine, tu vois, c'est un peu Dubaï, tu vois. C'est on était entre Londres et New York, et maintenant on est entre Londres et Pékin, quelque part, tu vois, parce en termes de déplacement. Ce qui ne veut pas dire que l'Amérique est ostracisée ou déclassée. Non, c'est le centre de gravité mondial. Donc, avec l'hyper-développement indien, chinois et toute l'Asie du Sud-Est, bah, il y a un centre de gravité énorme d'un point de vue économique qui est là. Et donc, le point, il reglisse, il se redirige vers ça. Et donc, in fine, ce point, quelque part, de gravité, bah, il est probablement pas loin de Dubaï. Tu vois, en termes de géographie. Donc, tu vois, on est entre l'ancien monde et le nouveau monde, à 6 heures d'avion des deux, enfin peut-être pas des États-Unis, c'est quand même très loin en l'occurrence, mais tu vois, je veux dire, de Londres, des grandes capitales européennes. Et c'est un emplacement qui, en termes de zeitgeist, si tu veux, en termes de géopolitique, fait vraiment sens, quoi. Et on est sur une zone qui a choisi ce positionnement d'être la nouvelle Suisse du monde, quoi. Donc, autrement dit, ton argent est le bienvenu. Euh, et si on a suffisamment, la compliance fera un fast track. Voilà. C'est ce que la Suisse pouvait offrir à beaucoup d'acteurs politiques et économiques du monde au siècle passé. Donc, tu es sur la nouvelle Suisse, un peu au centre près du centre de gravité de la nouvelle économie. Euh, c'est pas idiot, en fait. C'est pas idiot. Alors, il fait un peu chaud, par contre, hein. Ouais, ça, c'est un problème. Ouais, il y a des inconvénients. Euh, Encore, ça va, cette période, tu vois. Ouais, arrivé mai, juin, ça picote. Ça Oui, mais pique. en fait, c'est un Après, si, produit. t'as de l'icide Non, mais partout. Hein. monsieur, c'est un produit conçu pour les nomades. Hmm. C'est un produit conçu pour des gens qui vont passer 3 à 6 mois par an ici. C'est pas un produit conçu pour les gens qui vont passer 12 mois par an. D'ailleurs, un truc vachement marrant, t'es déjà allé au Monténégro ou pas? Au Monténégro, Au non. Monténégro. Ok. T'es dans le bas des Balkans, là. Ouais. Ok. Mais j'aimerais bien faire En fait, quand tous tu les vas au Balkans. Monténégro, J'ai fait la Turquie, tout ça, mais pas par ça. Monténégro, j'étais il y a un an et demi et 2 ans.
Et tu sais, on arrive, il y a une baie, il y a la baie, je crois que ça va être Kotor ou un truc, bref, importe, je n'ai plus le nom. Il y a une baie, et là, tu vois qu'ils ont construit sur l'eau. Tu dis, ils sont cons de construire sur l'eau, il y a plein de terre. Tu dis, mais on se croirait à Dubaï. Pourquoi les mecs qui construisent sur l'eau? Et t'as plein de très beaux immeubles. Pas très haut, mais vraiment, t'es très joli. Par contre, quand tu les touches, bah, c'est pas de la pierre de taille, tu vois. C'est pas à Chambord, quoi. Tu sais, c'est bon, c'est plus du revêtement. Et il y a les yachts. Il y a plein de boutiques LVMH partout. Et il y a des petites caméras partout. Et il y a des petites zones de sécurité qui servent à rien partout. Je me dis, c'est marrant, ça ressemble à Dubaï. Ok, ok, téléphone, ok, Google, machin. Et en fait, les Émirats ont négocié un deal avec le Monténégro pour créer en fait un mini Dubaï là-bas. Donc c'est les mêmes boutiques, les mêmes meufs russes, les mêmes zones de sécurité qui servent à rien. C'est dans quelle ville ça? C'est, bah, tu sais, le Monténégro, c'est pas très grand, donc c'est au bord de l'eau quelque part. J'ai plus le nom de la ville. Je sais plus si c'est Tivat ou Ah, un truc comme ça, quoi. je vais y aller. Ouais, alors je sais pas si je recommanderais non plus le Monténégro, je trouve que c'est pas forcément ouf. Non, mais Mais faire un tour. ouais, enfin tout c'est sympa, ouais. Mais et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ils ont créé un mini Dubaï là-bas Ah, c'est qui génial. appartient aux Émirats. C'est C'est-à-dire génial. qu'ils ont un deal, etc., pour opérer le truc, etc. Et, et tu vois, ce qui est ouf d'un point de vue product, c'est qu'un des soucis de Dubaï, c'est qu'il y a, allez, 3, 4, 5 mois par an où tu peux pas monétiser ta base client à son plein potentiel. Les mecs sont pas là. Donc tu peux pas leur vendre du taxi, tu peux pas leur vendre du luxe, tu peux pas leur vendre des ressorts de prix, tu peux pas leur vendre tout autre service. Donc il y a en fait, ta base de clients, tu as une partie de l'année où c'est pas qu'elle churn et qu'elle part et qu'elle revient jamais, c'est juste que tu peux pas la monétiser à son plein potentiel. Et bah tu crées un mini Dubaï ailleurs pour continuer à la monétiser ailleurs. Putain, les mecs ont réfléchi quoi. Faut le faire dans le sud de la France. Ouais. Et oui, bah ça demande Oui, bon. un ajustement institutionnel qui n'aura pas lieu. Et enfin, je pense que ce qui est positif, c'est en fait, tout ce qui est négatif pour l'Europe de l'Ouest est positif pour Dubaï. Donc l'idée, c'est pas de tracher l'Europe de l'Ouest. Il se trache très bien tout seul, si tu veux. Euh, mais toutes les folies qu'il y a là-bas sont bullish pour Dubaï. Et quelque part, Dubaï et... enfin, je suis en argument entre Dubaï et les Émirats Arabes Unis, ok, parce que quelque part, Dubaï et Sharjah, c'est une extension de Dubaï quasiment, enfin, c'est juste à poser, il n'y a pas de différence Ouais, entre les c'est deux. pareil. Et après, tu fais 40 minutes de caisse quand ça roule, et tu es à Abu Dhabi, qui est le centre de gravité financier des Émirats Arabes Unis. Bref, donc en gros, on va dire Dubaï, Émirats Arabes Unis, on fait un amalgame, ok. Et en fait, ce produit-là, pour gagner, maintenant qu'ils ont posé les fondamentaux, maintenant qu'ils ont un effet maintenant qu'ils ont un effet d'agglomération et que les gens viennent parce que les gens viennent, les commerces se développent parce que les commerces se développent, les gens viennent, il y a cet effet d'agglomération. Tout ce qu'ils ont à faire pour winner, c'est pas faire de bêtises et laisser les autres faire des conneries. Et avec le basculement de l'Europe de l'Ouest vers la narco-tyrannie, donc la narco-tyrannie, c'est finalement pour les voyous, les gangsters, les cinglés, alors eux, c'est bon, ils font ce qu'ils veulent, mais le babtou, ou pas babtou, qui suit les règles en mode machin, alors lui, tu lui mets la misère, tu le bolosses, tu le taxes. Alors lui, par contre, si lui, il a oublié, s'il est 2 kilomètres au-dessus de la limite, voilà, tu le tamponnes, tu le ponctionnes, ses genoux sur la nuque et I can breathe, mais le mec qui crame tout, qui viole tout, lui, ça va. Il aura le droit à un Mars et des APL. Donc, euh, la narco-tyrannie en Europe de l'Ouest, malheureusement, va juste contribuer à fond au développement de Dubaï. Là, en fait, Dubaï, il y a un flux énorme de Français, bon, ça on sait, on est Français, quoi. Il y a un flux énorme de Britanniques. Et ce qui est vachement drôle, c'est que tu pourrais dire, vas-y, tu prends l'Europe. Ok. Est-ce qu'il y a un de ces cons qui va se réveiller? Parce que là, en fait, en termes de théorie des jeux, c'est très simple. L'Italie l'a un peu fait, mais tu dis, ok, moi je suis... on s'en fout, allez, on prend un pays. Il y a un pays qui te plaît en Europe centrale? On s'en fout. Allez, allez, on est dingue, on prend la L'Allemagne. France. Ouais, non, là, c'est pas très romantique. On s'en fout. On s'en fout, t'es la Hongrie, par exemple. Ok, Ok. t'es la Hongrie, on s'en fout. Ou la Croatie, on s'en bat les couilles, quoi. Ok. Ouais, tout le monde s'en branle, Je lui quoi. dis, voilà, moi, statistiquement, dans mon pays, personne ne paye 50 000 balles d'impôts. Parce que les gens qui sont normaux ne payent pas 50 000 balles d'impôts, parce que les salaires sont un peu plus bas que chez nous, quand même. Et les gens qui sont riches, de toute manière, ils ne payent pas. Parce que les gens qui sont riches, ils payent nulle part. Ok. Sauf peut-être en France. Je fais une flat tax à 50 000 balles. Avec Visa, Fast Track, boum, 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 tout qui est digitalisé, machin. Et après que tu gagnes 1 balle par an, 1 milliard par an, on s'en fout, on met un tampon, t'es cachère, t'es bon. Le premier pays qui fait ça, mais qui le fait intelligemment, pas qu'il le fait en traînant des pieds, mais du coup, on va changer d'avis l'été prochain, mais du coup, c'est uniquement pour bidule, mais si t'es pas marié, c'est différent. Non, un truc qui est simple. Pas un truc compliqué, pas un truc qu'il faut réfléchir. Tu vois, l'Italie, ils ont un truc qui était à 100 000 balles, mais finalement, au milieu de l'été, il y a Ils ont 2 remonté, étés, hein. ils sont passés à 200. Ouais. Maintenant, ils hésitent à passer à 250. Ouais. C'est pas clair, quoi, c'est trop italien. Mais tu vois, le premier pays qui dit, vas-y, c'est 50 000 balles.
tous les gens tous les digitaux nomades, tous les gens un peu riches, tous les gens un peu indépendants, tous les gens qui ont des capitales d'Europe entière vont se dire, ok, on va là, fini. Parce que finalement, est-ce que les gens ont vraiment envie de vivre à Dubaï, dans une Peut-être culture pas. différente, dans une religion différente? Alors oui, il y a plein de services, plein de trucs, etc. Mais ça, je dirais, la qualité des services, elle compense le fait que t'es pas chez toi, que t'es un métèque ici. C'est pas une insulte, enfin, métèque au sens de la Grèce antique. C'est que t'as droit de citer, t'as droit de vivre ici, mais Après, t'es pas chez il y toi. a que des expats en soi. Oui, certes. Donc, Tout est très cher et que tu respires du sable, de je la trouve poussière que c'est compliquée. cher, Dubaï. Je trouve ça cher, ouais. À mon humble échelle, je trouve que c'est relativement cher. Et tout ça pour dire que il y a une espèce de théorie des jeux en Europe où le premier qui le fait, son PIB fait x2 en 20 ans et il empale tout le monde. Ah, mais 100%. Et il n'y en a aucun qui le fait. Et ce qui est amusant, c'est que tu dis, ok, pourquoi les gens ne font pas des trucs qui sont bénéfiques? Et il y avait une étude qui était faite, je pense qu'elle a peut-être un peu vieilli, mais c'est une étude autour de 2000, de l'an 2000, sur le foot. Et je vais expliquer pourquoi ça fait sens. À l'époque, le foot. À l'époque, ils avaient fait cette étude où ils avaient estimé que si tu dois tirer un penalty, tu as la plus haute probabilité de faire rentrer le ballon en tirant exactement là où est le goal, au milieu. Parce que comme le mec il saute toujours à droite ou à gauche, en tirant juste au milieu, tu as la probabilité maximale de gagner. Donc si tu es un acteur ultra rationnel qui veut gagner le match et tu dois tirer un penalty, tu tires au milieu. Ouais, mais il y a un petit souci. C'est que si tu tires au milieu, que le mec il bouge pas et qu'il réceptionne le ballon comme ça, ta carrière elle est finie. Et si c'est, je dirais, un match de Coupe du Monde, je dirais, je dirais les échantillons sociodémographiques sympathiques qui peuplent les fans, enfin les fan clubs de foot, ta baraque elle se fait cramer. Tu vois, c'est que tu tires un penalty en Coupe du Monde, le mec il arrive, il réceptionne la balle comme ça, et tu perds le match, ton équipe, ton pays, il rentre en quart à la maison. Même le quart, il se fait brûler, je pense, tu vois. Euh, et donc, du coup, Typiquement, ce qui a fait un Zizou, si, si le gardien se reste au milieu, ça Zizou, serait non, non, son- Zizou, ça passera parce que c'est la colère, parce que c'est une forme de virilité. Donc, ça peut Hmm, passer. Mais le mec qui tire la balle au milieu, le type, il a juste à mettre les mains comme ça pour réceptionner le ballon, je vois ce que tu veux t'es mort. dire. Et en fait, tu vois, est-ce que tu veux maximiser le fait de gagner cette partie, ou est-ce que tu veux maximiser ta carrière en tant que joueur? Ben, en fait, un homme politique, c'est pareil. Est-ce qu'il veut maximiser l'intérêt de son pays, ou est-ce qu'il veut maximiser sa carrière d'homme politique? Le problème, c'est qu'une démarche comme ça, une mesure comme ça, est profondément anticommuniste, antisocialiste. C'est que tu fais un package pour les riches du monde entier qui ont fait monter le prix de l'immobilier dans ta capitale économique. Les prolos de ton pays, ils vont pas te le pardonner. Ils vont tous gueuler. En Italie, les Italiens, ils gueulent contre ce truc-là. C'est vachement bon pour l'économie, mais ils gueulent parce que les gens, c'est les gens, tu vois. Et quand tu as biberonné au socialisme, c'est le cas d'à peu près tous les pays européens, eh ben, les gens gueulent. Donc, du coup, un truc qui irait multiplier ton PIB par deux, amènerait ton chômage à zéro et entraînerait une explosion du développement économique de ton pays, tu ne le fais pas. Parce qu'à la prochaine élection, tu vas te faire sortir. De la même manière que le mec qui tire sur penalty, il devrait tirer au centre, mais il tire à droite, à gauche, au milieu, à lucarne, je sais pas trop quoi. Parce qu'en fait, mieux vaut tirer à droite et se foirer que tirer au milieu et que le mec potentiellement le. Voilà. Et en fait, je pense que la théorie des jeux et cette espèce de piège quelque part politique fait que il y a aucun pays qui va faire ce move. Parce que je dirais, t'es n'importe quel pays, tu fais ce move, c'est bon. On a déjà un aéroport, on a déjà des hôpitaux. Au pire, des cliniques privées, ça se fabrique en 3 ans, c'est pas très compliqué. Je veux dire, c'est euh, le premier qui le fait win. C'est vrai, hein. Et les mecs le font pas. Genre, t'es la Non, parce France, que genre, t'es la c'est. France, tu le fais, tu dis, ok, il y a un package expat. Ouais, bon, il y a deux problématiques à régler, hein, Genre je quoi? pense. L'insécurité? Sécurité. Non, mais non, les mecs, ils arrivent avec leur propre sécurité. Ouais, c'est T'inquiète, vrai. t'inquiète, Pierre, tu vois, les mecs, ils vont dans le 8e arrondissement, le 8e arrondissement, c'est bon. Oui, Je veux oui, dire, oui. Dans le euh, 16, 8e, c'est fini, quoi. et puis là, d'où ils viennent ces gens, c'est aussi le bordel. C'est que le mec, il vient de Londres. Londres, c'est encore plus dangereux. Tu viens de, je sais pas quoi, de Cologne, de Munich, c'est aussi dangereux. Donc en fait, le public cible est OK avec la violence. Ouais, ils Ça vont paraît venir fou, mais avec il est leur OK avec la sécu, violence. ouais. Mais il n'est pas OK avec violence plus agression administrative. Ouais, mais regarde. Un mec Mhm. qui arrive à Dubaï, Ouais. qui a pas les moyens de se prendre une sécu. Et à Dubaï, il n'a pas besoin. Non, mais oui, Ouais. voilà, il n'y a pas besoin. Du coup, ça rentre dans l'équation. Moi, j'ai l'impression que la variable sécuritaire, c'est un peu, tu vois, la cerise sur le gâteau. C'est, en fait, vous C'est me le taxez. supplément. Vous me taxez comme un dingo, et en plus, je suis même pas safe. Mm. C'est qu'à la limite, vous me taxez pas, et c'est un peu la foire. Bah, je comprends, je paye que dalle, je vais quand même pas me plaindre. Mais si je paye comme un dingo des impôts et que j'ai pas le service public en face, là, il y a une rupture du contrat. Parce que le contrat, c'est, écoute,
Je vais payer beaucoup d'impôts et en face, j'ai des super écoles pour mes gamins et les gamins des autres. J'ai des super hôpitaux pour ma famille et les familles des autres. J'ai des super infrastructures pour moi, pour mon entreprise, pour mes salariés, mais aussi pour la société en règle générale. Et que tu me ponctionnes là-dessus, mais j'ai ça en face. Ok, il y a un contrat. Je paye beaucoup, je obtiens beaucoup. Mais si je paye très peu, j'obtiens peu, ça me va. Ce qui va pas, c'est quand je paye beaucoup et que j'ai peu. Là, d'un point de vue consommateur, je suis pas content. Euh, donc en fait, le mec, tu lui dis oui, alors ok, t'as quand même, je dirais, une chance sur X de vivre le jet du quotidien, de te faire égorger dans Paris. Oui, mais bon, c'est la même chose partout ailleurs en Europe de l'Ouest. Mais par contre, t'es pas taxé, t'es pas agressé, tu reçois pas de courrier de l'URSSAF ou équivalent britannique, allemand ou autre, et t'as une paix mentale. Je pense que le contrat, il se vend. Mais la France, ça pourrait être tellement le meilleur pays. Oui, bon, ça, c'est... C'est quand même assez fou, hein. Parce que l'autre jour, on en parlait encore. La bouffe est exceptionnelle. Enfin, c'est Ouais, un musée. mec, La France est un musée. tu mets une flat tax, tu dis écoutez les mecs, c'est simple, C'est 10%. c'est 10%. 10% de tout, on compte pas les cuillères, il n'y a pas des tiroirs sous tiroirs, conditions sous conditions. Si on te ponctionne 10%, tous tes revenus cumulés, machin, etc. Voilà, tout le monde vit en France. Et Tout le même monde la vit. consommation, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que à Dubaï, qu'est-ce que ça consomme? Tu Ouais. consommes. Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, Tu tu payes, payes. tu payes, tu payes. Mais parce que c'est normal. Tu payes, ouais. L'argent, tu le stacks, tu peux le dépenser. Ouais. Ça circule. Et t'arrêtes parce qu'en fait, il y a aucun souci à payer, on ne taxe pas. Et surtout, on te laisse payer, c'est que tu peux On payer en te laisse, cash. oui. Ouais. Tu peux payer en Mais tu cash. fais ce que tu veux. Ouais. Tu peux payer n'importe comment. Et enfin, en France, Mais ce qui est tu peux amusant, même c'est pas. vraiment ce Tu truc-là. peux même pas retirer de l'argent. Tu peux pas retirer de l'argent. Je te dis bien. Tu peux retirer 1000 euros, c'est pas possible. C'est pourquoi faire, monsieur? Bah, te faire foutre, c'est mon oseille. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que le premier pays d'Europe qui dégaine pour de vrai, qui fait un package ultra simplifié, fast track, il défonce tout le monde. Parce que contrairement à Dubaï, t'as pas besoin de construire des putains de tours dans les airs. Non. Tu vois, t'as déjà des bâtiments qui existent et qui sont beaux. Euh, mais bon, écoute, du coup, au final, on est ici, on est heureux d'être ici, le management du pays est exemplaire. Euh, Pas vraiment de concurrence à l'horizon. Tu parles pas vraiment. Enfin, du moins dans ton contenu, tu parles pas souvent des US. Tu y es souvent allé? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non, pas T'as beaucoup. visité un petit peu? Petit peu. Je. T'es pas un pro US comme moi. Je suis ni pro ni contre. En fait, j'ai pas vraiment d'avis. Enfin, je trouve qu'ils ont des très mauvais. Enfin, à part quelques banalités, j'ai pas grand chose à dire sur les États-Unis. Ils ont les challenges qu'on connaît, ils ont la concurrence qu'on connaît avec la Chine. Euh, Je et t'ai c- jamais dit je veux vivre aux États-Unis, par exemple. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Je peux pas. Alors, j'ai un pote, lui, il a bougé, alors c'était marrant. Et il a eu raison, mais j'ai même un peu de temps à comprendre. Lui, il bouge à San Francisco. Je dis, mais en plus, c'était vraiment au pic du bashing, tu vois. Il y avait des clodos partout, de la merde partout, des seringues, machin. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas te foutre dans ce trou de C'est merde? normal, c'est le concentré des cerveaux les plus Ça. intelligents de la Et planète. c'était la réponse du mec, c'est la plus haute densité de gens qui ont 150 et plus de QI au monde. Et ça, c'est un truc, tu vois, un des challenges que je vois pour Dubaï, c'est de trouver des vrais cerveaux qui font des vrais business. C'est 100%. bien les mecs qui vendent des PDF ou des formations en ligne, etc. C'est bien les mecs qui font de l'import-export au 8e degré. C'est bien les mecs qui font des trucs bizarres, on sait pas trop ce qu'ils font. Euh, Mais est-ce qu'ils vont réussir à avoir un terreau de gens qui créent des vrais bises? Est-ce qu'il va y avoir une rétention? Il y a beaucoup de gens qui vont à Dubaï, il y a beaucoup de gens qui partent de Dubaï. Les gens, au bout de 2 ans, 3 ans, ils en ont marre, ils Ça se cassent. churn. Ça Ça churn. churn énormément. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir une rétention? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir une économie vraiment organique? C'est bien d'avoir de l'immobilier, vas-y, on copie-colle, on fait des tours. Mais est-ce qu'ils vont avoir des vraies boîtes qui vont se créer sur place et qui après vont expand dans la région ou à l'échelle mondiale? Euh, à quel point? Et en fait, c'est une ville qui est quand même très centrée autour du loisir, autour de, vas-y, du flex, des bagnoles, de la consommation, de la jouissance, quelque part. C'est vraiment dans la jouissance. C'est pas dans le labeur. Enfin, le labeur, c'est les autres, quoi. C'est euh, les mecs qui sont en rappel, un kilomètre du sol, à nettoyer les vitres du Burj Khalifa. Eux, c'est sûr que c'est pas vraiment la jouissance. Mais si tu veux, pour les gens comme nous, la proposition de valeur, c'est la jouissance. C'est pas, euh, c'est pas de trimer. Et ça, comme ADN du product, on peut se demander si c'est pas quelque part la grande vulnérabilité de ce product. Et t'as un tel confort de service. Tu vois, pour 600 balles par mois, t'as une maid de 24/7, enfin, 20, enfin, ok, 12 heures par jour, 6 heures par, enfin, 6 jours par semaine. Mais t'as un tel confort que est-ce que ça te pousse à aller trimer et à aller à la guerre? Alors, le seul truc qui te pousse à aller à la guerre, c'est que le prix immobilier prend 10% tous les ans. Donc, si t'es pas propriétaire, t'es pris à la gorge. Mais bon,
Mais tu vois, est-ce qu'il y a une culture? Je pense quand même parce que ça construit. Tu vois que ça avance. Il y a des quartiers constamment, il y a Oui, des c'est l'immobilier, nouveautés. ça. Ouais, c'est Est-ce l'immobilier. qu'en dehors Mais de l'IMO, l'immobilier te drive. Moi, en tout cas, vu que c'est visuel, tangible, ça arrive à me driver. Tu vois, je j'en parle comprends. souvent. Moi, je C'est que je me dis, comprends. putain, je suis obligé d'avancer. La tour d'en face, regarde comment elle grandit. Oui. J'arrive à. C'est visible en fait, Non, mais il y l'immobilier. a un climat d'optimisme. Oui, Ça, c'est un truc qui est compliqué. C'est compliqué d'exprimer ça avec des mots simples à des gens c'est ça. qui ne vivent pas ici. C'est optimiste. On va faire une tour d'1 kilomètre de haut dans le désert. Ça me paraît con. Ouais, mais C'est stylé. c'est stylé. Et au final, ils font faillite. C'est le mec d'à côté qui va renflouer la tour. Mais bon, la tour, elle est là. Elle est là. C'est pas Et grave. pour info, hein, le Burj Khalifa a coûté le même prix que essayer de nettoyer la Seine pour les JO. La tour est toujours là. Non, Si, c'est le même arrête. prix. Alors attention, si tu prends en compte l'inflation, c'était il y a 15 Oui, piges. non, mais pas Donc de en fait, Oui, non, inflation mais. adjusted, c'est probablement x2. Mais même si c'est x2, Imagine cet argent investi en France dans autre chose. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas construit un monument ou de la nouveauté? Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. écoute, moi, c'est pas mon combat. Ah ouais, mais j'ai quitté ce truc-là aussi. Mais je trouve ça tellement triste. C'est pas mon combat. Et pour revenir sur l'optimisme, tu le vois directement quand tu rentres en France. Tous les gens sont dégoûtés. T'as une espèce de d'énergie plombant. Enfin, à chaque fois que je rentre, je le sens. Bah, C'est malheureux. en fait, toi, tu prends la France, t'enlèves, je dirais, les injections de dette publique et les injections monétaires. L'économie n'est pas en croissance. Donc il n'y a pas de croissance économique. Quasiment pas de croissance économique dans le pays depuis 40 ans. En fait, et pour la plupart des gens, pour la plupart des gens en France, l'économie est un jeu somme nulle. C'est-à-dire que si Bernard Arnault gagne de l'argent, c'est que mécaniquement, on a perdu. Et c'est pas un fantasme gauchiste, c'est si il n'y a pas de croissance dans le pays, c'est un jeu somme nulle, l'enrichissement de l'un signifie bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appauvrit. Euh, et donc, quand tu es sur un jeu à somme nulle ou à somme négative, t'as forcément tout le monde qui est en colère. Et si après, en plus, tu dis, on va tester un truc super, on va tester en plus, là-dessus, de faire du multiculturalisme. Donc déjà, de base, les mecs, ils sont partis pour se foutre sur la gueule parce que un jeu à somme nulle, les gens se foutent sur la gueule. Mais en plus, on va s'amuser à mettre des gens à côté qui n'ont pas la même religion et pas la même couleur. Ah, ça va être dur, hein. Parce que l'humain, il est très basique, hein. Quand ça va mal, en fait, l'humain, il peut tolérer la différence quand ça va bien. Si le gâteau est en croissance, qu'année après année, sa situation s'améliore, l'humain de base, il s'en fout que son voisin n'ait pas la même couleur, pas la même religion. Quand non seulement le gâteau n'est pas en croissance, mais il est en décroissance, là, très rapidement, le fait ethnico-religieux, il arrive, enfin, il envenime tout, quoi. Dire ce qui fait que dans les Émirats Arabes Unis, le multiculturalisme fonctionne, c'est un, tu as énormément de croissance, donc le gâteau est en croissance, et deux, tu as un état très fort. Donc le premier qui dit, ouais, moi j'ai décidé que je vais taper le mec qui est un peu pas comme moi, ah vas-y, prise dans le désert. Donc il faut les deux. Et Il faut un aussi, état fort et il faut de la croissance. c'est du multiculturalisme, mais il y a une loi au-dessus de tout qui est Dieu. Et ça reste quand même. Dieu ou le roi, mais Oui, ouais, bien sûr, l'un ou l'autre, ouais. l'un ou l'autre. Ouais. État fort. Et donc en fait, tu es sur un jeu à somme nulle ou à somme négative, et en plus t'envoies du multiculturalisme par-dessus, mais tu es sur un cocktail. Enfin, moi, je suis pas là pour dire on va à la guerre civile, etc. Encore une fois, c'est pas mon combat. Hmm. Mais je dis, putain, je me dis, ça va être challengeant, les mecs. Enfin, je vous laisse gérer votre challenge, vous faites vos trucs, c'est bien. Non, mais toi, ça fait combien d'années que t'es expatrié? 12 ans. 12 ans. Ouais. T'as vécu où rapidement? J'ai vécu en Allemagne brièvement, après j'ai vécu à Malte, après j'ai passé un peu de temps en Europe centrale, Budapest, dans ces coins-là que j'aime bien, et après Dubaï. Malte. J'ai J'ai l'impression que c'est un peu fini cette mode de j'ai Malte. pour politique de pas tracher un pays entier, voilà. Donc J'ai un peu l'impression que c'est fini cette mode de Malte. À un moment donné, il y avait beaucoup Malte, 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 Malte. Malte a été la première destination des youtubeurs business. T'avais les Pierre Ollier, les Théophile Hélier, les Maxence Rigotier, c'est cette première génération de mecs qui ont vendu l'expatriation, qui étaient tous à Malte à cette époque-là. Et après, mais après, le package maltais est intéressant. En fait, ce qui est intéressant à Malte, c'est que la fiscalité est sur la base du volontariat. Alors, officiellement, non, ils ont des taxes, mais pour de vrai, tu veux avoir un numéro fiscal pour payer des taxes, les mecs qui te regardent, ils font t'as combien à blanchir? Tu dis non, mais j'ai rien à blanchir, je veux juste payer des taxes parce que sinon la France va me défoncer si je paye des taxes nulle part. Ils sont revenus la semaine prochaine. Parce qu'ils n'ont pas envie, tu vois. Donc, voilà. Mais bon, moi j'ai pour politique de pas tracher un pays entier. Donc, Malte, no comment. Tu penses que le voyage, ça t'a beaucoup apporté dans le business ou Non, la culture, non? non, c'est des conneries. Ok.
Merci. Je suis pour la verticalité. Je suis pour l'élévation de la conscience. Ouais, je suis complètement pas d'accord avec toi. Ça m'a Et c'est ok, c'est ok. énormément, ça m'a énormément Je suis en servi. paix. Et c'est grâce à ces choses-là que j'ai pu implémenter plein de choses dans mes business. Par exemple, le jour où j'ai mis un pied aux US, Digifil a explosé. Ok. Peut-être parce que c'était tangible ou autre. Et moi, je conseille fortement de faire, mais c'est ok que d'autres personnes ne partagent pas le même avis. Mais ce serait quoi, Arnaud, ton plus grand rêve? Genre, est-ce que toi, tu as un rêve ou un dream ou quelque chose qui te fait vraiment vibrer au quotidien? Ouais, mais c'est des choses perso. Donc, je vais pas Tu veux forcément. pas Non. rentrer en détail dedans? Segmentation. Segmentation? Le MVG, il choisit de quoi Le il parle. MVG? On Le- rentre pas en profondeur du MVG? Bah, non, mais en fait, il y a très peu d'upside à dévoiler ces informations-là, quoi. Il y a des gens qui passent souvent dans le podcast qui peuvent le donner ou pas. Je laisse toujours libre cours à la discussion là-dessus. Mais c'est très intéressant, en tout cas, que tu arrives à définir ces choses-là et c'est compréhensible. Au niveau de tes sociétés, Mhm. actuellement, est-ce que tu peux parler de plus en profondeur ce que tu fais, ce que tu builds? Moi, si tu veux, je vais avoir des participations entre 5 et 50%, près, d'un portefeuille de boîte dans lequel je suis PDG de rien. Je suis CEO de rien, je suis entrepreneur de rien. Je suis Head of Common Sense, donc responsable du bon sens paysan. Et on va être sur des startups classiques avec de la techno, dans l'IA, dans le Web3. On va être sur des boîtes qui font de l'asset management pour du Web3 au 8e degré, des trucs comme ça. On va être sur des boîtes qui vont toucher la thématique. Je fais beaucoup d'investissements ces dernières années sur la thématique de sécurité, de protection, de cybersécurité. Et je fais quelques invests dans des boîtes qui font des armes. Je pense que l'armement, c'est en gros le chaos ambiant euh, rend les investissements dans la défense et la sécurité très intéressants et prometteurs. En plus, c'est cool parce que c'est des business qui sont régulés. Tu sais, les business régulés, tu as très peu de concurrence parce que la barrière réglementaire pour faire n'importe quoi, c'est 2 ans. Bah ouais, tu mets 2 ans à faire de la paperasse pour faire quoi que ce soit en fait. Parce que autorisation, machin, bidule, etc. Ce qui fait qu'en fait, tu as très peu de concurrence. Tu es sur des cycles qui sont beaucoup plus longs, sur des volumes financiers qui sont beaucoup plus gros, sur des enjeux qui sont beaucoup plus intéressants, je trouve, avec une concurrence qui est moindre. Donc j'ai pas mal d'investissements dans ce domaine-là, que j'ai depuis 2021. J'ai commencé en 2021 à me poser enfin, ce genre de questions. Et après, je vais avoir un peu un folio de boîtes qui vont toucher un peu à notre monde à nous, dans les infobistes. Et j'ai des parts dans une newsletter qui s'appelle The Next Big Shit, qui je pense est la meilleure newsletter business techno aujourd'hui en France. Ouais, c'est sympa. Merci. Ouais, enfin, C'est cool, ouais. la team fait un super boulot. J'ai des parts dans une boîte qui s'appelle Reach, REACH.4. Donc, c'est une boîte de farming clipping. Euh, donc, j'ai quelques boîtes un peu plus classiques et abordables dont je peux parler. Et après, le gros du folio, en fait, j'en parle juste Bien pas. sûr. Parce que très peu d'upside. Moi, enfin, ma thèse, c'est The One Person Conglomerate Funnel. T'as un funnel en 3 étapes. L'étape numéro 1, tu vas créer du contenu pour créer de la légitimité, de l'autorité, de la générosité, de la réciprocité. Ok, étape numéro 1. Étape numéro 2, il faut que tu aies quelques véhicules qui te rapportent du cash flow pur. Donc là, il n'y a rien de très poétique et romantique, c'est que du cash flow. L'idée, c'est de faire entre 1 et 10 millions par an. C'est pas la folie des grandeurs, mais tu vois, tu veux comme le minimum syndical pour pouvoir opérer dans des bases saines. Et après, le troisième pilier, tu vas prendre des parts dans des boîtes en échange soit de distribution, soit d'advisoring, soit de cash, soit une combinaison des trois. C'est un peu mon funnel, quoi. Et donc, il y a moi, Arnaud, qui fait du contenu, qui parle de 3 conneries sur YouTube. Il y a moi, Arnaud, qui a des parts de business dont la seule fonction, c'est de printer. C'est pas romantique, c'est juste du printing. Et après, il y a des parts de boîtes pour durer, pour faire des choses intéressantes. Et, euh, et ça m'amène un peu au point initial de la conversation, qui était se poser la question des idées contrariennes, Hmm. des idées radicales, et te demander où serait la valeur économique demain. Et un bon exercice pour ça, une bonne analogie pour ça, c'est, tu sais, tu as eu la vague de la ruée vers l'or, de San Francisco, les startups, bref, toutes ces conneries-là, Bien quoi. sûr. Qui a obtenu le plus d'argent en prenant aucun risque? Je crois que je t'ai déjà raconté celle-là en privé. Juste, c'est. Ouais, bah, redis-le. Les propriétaires immobiliers. Oui, C'est que les c'est bon, propriétaires ça me revient. immobiliers ont fait fois je sais pas combien, ont une rentabilité locative de malade mental, avec zéro risque. C'est C'est l'IMO. les mecs qui ont pris le moins de risques, qui ont eu le best risk adjusted return, quoi. Hmm.
juste acheter de l'IMO. C'est ouais, un VC, ouais, attends, un VC, t'as quand même 90% des boîtes qui vont à zéro, et pour de vrai, t'as 5 VC qui font tout le return de l'industrie. Les autres, ils font ho, 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 ils crament l'argent, ils sont morts, next. La plupart des start-upers se font empaler. La plupart des employés dans les startups, même eux, les employés, les top employés dans des startups ont des meilleures espérances mathématiques de gain que les founders. C'était vrai. C'est vrai. J'ai regardé ça récemment. Parce qu'ils ont moins de risques. Et puis il suffit qu'ils se barrent Ouais. au bon moment. Ah, plutôt, en fait, ils se Big barrent et time. souvent, en se barrant, ils gagnent une partie de leur equity. Parce que Bien là-bas, sûr. enfin, et in fine, tu vois, ceux qui ont eu le meilleur risk adjusted, tu vois, return, ça a été les propriétaires immobiliers. Et il faut se demander, ok, là, on a les nouveaux riches. On a cette Comment tu les caste. définis, les nouveaux riches? Parce que tout à l'heure, t'as dit le terme, on l'a pas défini. C'est Tu peux les me ga- montrer du doigt, hein. c'est les gagnants des business online, c'est les gagnants des plateformes digitales, c'est les gagnants de la crypto, c'est les gagnants. Euh, c'est un peu Et, les mecs le, c'est les mecs de notre monde. et, En fait, et la step nouveau riche, selon toi? Juste avant? bah, les nouveaux riches, c'est les nouveaux riches de l'économie enracinée. Les nouveaux riches, c'est l'économie désenracinée. C'est j'ai une startup là, je suis incorporé là-bas, j'ai un client là-bas, j'investis en Bitcoin ici, mais aussi j'ai des parts dans un VC J'ai là-bas. Et compris. voilà. C'est des gens qui sont distribués géographiquement, qui sont mobiles géographiquement, enfin d'ailleurs distribués et mobiles géographiquement, sectoriellement, cognitivement, idéologiquement. Hmm. C'est que je suis pas, j'appartiens, genre je suis pas marié à une idéologie. Je m'en fous en fait, je passe de l'un à l'autre, je suis pas marié à un pays, je passe de l'un à l'autre. Je suis pas marié à un secteur Ouais, d'activité, je passe de l'un à l'autre. ils ont leur propre drapeau, quoi. Il y a une mobilité géographique, ouais, et sectorielle, et cognitive, etc. Donc des gens qui sont très mobiles. Et tu vois, ces gens qui sont très mobiles, le monde n'est pas fait pour eux. Bah, Dubaï est un peu fait pour eux, mais le monde n'est pas fait pour eux. C'est ok, t'es mobile géographiquement sur 3 pays, tu fais comment pour scolariser les gosses? Ok, t'es mobile sur 5 pays différents et t'as tes assets dans 3 autres pays. Tu fais comment pour t'assurer que tes assets sont défendus? Parce que dans la plupart des pays, un avocat ça sert à rien, hein, pour info. Tu fais comment pour t'assurer que tes assets, on te les pique pas? Ah, bon, il y a des questions qui se posent. Hum, et et ces gens-là sont de plus en plus riches, de plus en plus rapidement, parce qu'en fait, notamment, ils échappent à l'impôt. Tu vois, les gens de notre monde, dropshippers, e-commerçants, infopreneurs, coach de coach de coach de coach, etc. Hum, on a un peu l'air crado. On a un peu les losers qui font on a trouvé une faille. Oui, mais il y a eu avant et après le Covid. Parce que le loser qui a trouvé une faille, certes, il est moins riche que le start-upper qui a fait une série B et qui a la station F. Ok, sur le papier. Sauf que lui, sa thune, elle est liquide. Lui, en 2020-2021, il va acheter son bitcoin à 5000 balles, il va le revendre à 45. Alors, il aurait pu aller jusqu'à 69 et après tomber à 16, mais il est malin, il est sorti à 45. Il a fait x8 sur son, ou je sais pas combien sur son patrimoine. Maintenant, ça, il va le passer en autre chose. Après, il va foutre du mobilier à Dubaï qui, entre-temps, entre 2021 et aujourd'hui, a fait plus 40%. Il a sorti une partie qu'il a foutu en action Nvidia, parce que comme tous les Golemons, il a acheté la même action que tout le monde quand il fallait. Alors, il l'a acheté un peu cher, mais bon, il a quand même fait x5. En fait, en liquide ou semi-liquide, et il est très 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 loin devant le start-upper. Et ce qu'on est en train de voir, c'est un peu un flipping, tu vois, entre les fortunes de start-up et les fortunes établies, et les gens de notre monde qui ressemblent à des hommes crado. Et on dit, mais lui, tu vois, tu sais, genre, nous on arrive dans une banque privée, et les mecs ils font. Enfin, soit il te dit casse-toi, soit il invite ses potes pour rigoler, parce que pour t'écouter, parce qu'il dit c'est pas possible, tu vois. Mais après, tu sais que tu es bon et que tu es early quand tu passes pas la compliance d'une bonne banque en Suisse. Grosso modo. Je refuse de te croire, c'est pas possible. On ne croit pas. Même avec les chiffres et tout, les relevés, les compta, on n'a pas envie de te croire. Et tu vois, les nouveaux riches, les gens de notre monde, euh, on va se réveiller un jour, ils seront beaucoup plus riches que les start-upers. Le start-upper, il est loqué, les pieds poings liés, tu vois. Alors certes, sur le papier, c'est part de sa boîte, ça vaut 20, 30, 40 millions, mais s'il rate la levée C, bah, en fait pas du tout, il se fait couper en trois. Et en attendant, il vit à Paris, il se fait taxer à Londres, à Berlin, à New York, Ouais, à il San se fait Francisco. bolos en Europe, quoi. Il se fait. Non, mais même si tu es à San Francisco, Oui, à bien sûr, Londres, bien sûr, bien sûr. et à Londres et à New York, t'es taxé de ouf en tant Ouais, qu'individu. bien sûr. Ton revenu du À la capital, il est Californie, taxé. moi Ouais, j'ai ouais, un de mes associés là-bas. t'es taxé. T'es taxé. T'es taxé de ouf. Donc, quand même, si tu veux, t'as un événement de liquidité qui arrive, tu te fais couper, enfin, tu perds 40%, tu vois, ou 30%. Mec. Là où les gens de notre monde à nous ne sont pas exposés à ça. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait est moins ambitieux, moins intelligent à bien des égards, mais en fait, le momentum qu'on prend et le compound qu'on a, compound qui est tax-free, Mm. et le fait tu vois, de pouvoir passer ta thune de l'asset 1 à l'asset 2, de la blockchain 1 à la blockchain 2, du pays 1 au pays 2, avec. Alors, il y a quand même des frictions, hein, c'est Bien bon, sûr. voilà. Moi, j'ai encore des sociétés en Europe, Oui, moi, bien de sûr. fou. Mais, euh, mais ça crée un momentum, en fait, on va se Bien réveiller, sûr. et les gens comme nous, en fait, seront peut-être beaucoup plus riches, même s'il n'y a pas. Après, ouais, il y a pas que l'argent dans la vie, on se comprend, mais si on parle vraiment d'argent, de capital et de momentum, que des mecs qui ont fait beaucoup avec Combinator et Andreessen Horowitz. Mm. Potentiellement, pas tout le monde, évidemment. Euh, et c'est cette caste-là
qui est, tu vois, c'est assez fractal d'un point de vue géographique, c'est qu'on est assez éclaté géographiquement, mais c'est très centralisé d'un point de vue idéologique. Finalement, on se retrouve dans les mêmes hotspots quand il faut, on est incorporé dans les mêmes pays, on a la même idéologie, on lit les mêmes bouquins. Euh, si les gens qui nous écoutent ne savent pas quoi faire, soit vous voulez être cette caste-là, soit vous voulez devenir cette caste-là en vendant un truc à cette caste-là. J'aime bien prendre des concepts des deux milieux et Mhm. essayer de les réappliquer parce que j'essaie de sortir de cette case et faire un petit peu des codes de start-up, mais en Sûr. gardant cette Mais mentalité de dropshipper bourrin. ouais, sauf que tu n'as pas besoin de visite. Ton Exactement. site série A, série B, c'est toi. Mm. Et après, si tu fais une série C et lever là 5 ou 10 millions ou 20 millions, je sais pas combien, enfin, je sais pas c'est quoi une Ça série se C de fait, nos hein. jours, tu peux. Mm. Mais en fait, d'ici là, tu es autofinancé Bien sûr. et tu perds pas 20-30% de ta boîte à chaque étape. Ouais. Dernière question, Mhm. Arnaud. Si tu dois conseiller quelqu'un qui nous regarde Mhm. et doit faire 1 ou 2 millions pour sortir du casino le plus vite possible, qu'est-ce que tu dirais de faire? Il a peut-être 2, 3 ans, 4 ans pour sortir du casino. En fait, trouver une thèse radicale, l'exécuter brutalement et sortir, enfin, dès que le business commence à vraiment sortir des sous, enfin, à faire du vrai cash flow profitable, etc., qui est en gros l'acquisition, enfin, en gros, l'emboîtement acquisition-monétisation qui est trouvé, et là, tu es plus sur accélérateur, tu print. Donc, un, trouver une idée radicale. Après, deux, trouver le combo monétisation, enfin, acquisition-monétisation. Quelque part, le product n'est qu'un prétexte pour monétiser. Et après, identifier des seuils à partir duquel tu sors la thune de ta boîte. Parce que ce qui se passe dans cette industrie, c'est que tout le monde réinvestit en mode t'inquiète, je suis comme Elon Musk, je suis risque max. Et puis un jour, bah, ton compte Facebook il saute, tu te prends 80 jours d'affilée d'ads pas rentables, tu liquides ta trésorerie, tu n'as plus rien, ou tu te fais striker, bannir, j'en sais rien, et c'est fini. Donc, ce qui est important, c'est l'idée, le combo monétisation, enfin, acquisition-monétisation, et après extraction pour mettre ton argent en dehors de ton business. N'oublie pas que si ton business il marche, le facteur chance, c'est peut-être le facteur principal, et t'es peut-être pas si génial que ça. Moi non plus, toi non plus. Je Voilà. suis 100% d'accord. Et toujours, moi, ma mentalité, c'est quoi qu'il arrive, tous mes business, ils peuvent se cracher du jour au lendemain. C'est quoi la next step? Comment on crée du recurring? Comment on devient anti-fragile? Mhm. On a beaucoup parlé sur certains cours et je trouve qu'ils sont géniaux. Je pense que c'est mon cours préféré que tu avais fait. Euh, Comment devenir anti-fragile et c'est quoi un business anti-fragile? Ouais. Et il est disponible d'ailleurs gratuitement, Mec, tu penses? j'ai mis quasiment toutes les Putain, archives c'est en trop bien. gratuit. C'est quoi le lien pour ceux qui... D'ailleurs, pensez à commenter. Faut leur faire commenter un petit truc, genre. Remettez-moi des emojis riz comme la dernière fois. Vous avez bombardé de ça. Si vous en Les êtes là et Jerry. vous avez des petits et riz, mettez-moi un mot riz ou emoji riz, peu importe, une connerie dans le truc. Et la dernière fois, ils avaient tous fait ça. Ça avait grave aidé la vidéo. Ok. Mettez riz. Un emoji riz, c'est très bien le riz. Oui, oui, très On bien. adore le riz. Ok. Et du coup, ça se retrouve. On peut retrouver où tes cours? Tu es sur mes réseaux sociaux, vous Ok. prenez le link in Sur ton bio. Linktree en bio. Le link Ok. in bio là, ouais. Donc, Tougan, comment tu t'es rename maintenant? Oh, on s'en fout, ils se débrouillent les gens. On Ouais, mettra un lien je sous la mets vidéo, tout, je quoi. mets tout en Ouais, dessous. Démerdez-vous. Et demandez-vous. petit mot de la fin. Lève-toi et marche. Va bosser. Va bosser. C'est très bien. Bah, mettez ça, va bosser, c'est très bien. Va bosser. Va bosser. Merci Arnaud. Merci pour l'invitation. Merci à Bah ouais. tous. Et puis, j'espère que ça a plu. J'ai- J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, liker et à les suivre directement. Puis, à bientôt. Parfait. À Ciao. plus.